Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pen Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux, bien sûr, de vous retrouver pour cette preview des finales. Voilà, la première fois qu'on fait un tel épisode dans l'histoire du podcast, donc on peut être que content de le faire, bien entendu. Et ben avec moi pour parler de cette finale on a maintenant un adversaire constant. Comment ça va? Ça va, oui, effectivement. Déjà, pour les finales de conf, c'était une première, hein, C'est vrai aussi. Oui, c'est c'était une vrai. première dans l'histoire du podcast. On n'avait pas eu l'occasion de faire ça en 2016. On avait encore eu moins l'occasion de faire ça en 2012. Mais oui, ça y est, on y est, là, ça y est. Enfin, on y est dans quelques jours. Mais en tout cas, on peut enfin faire cette preview de finale qui ne ravira peut-être pas ESPN et certains diffuseurs, mais qui, pour tout fan de basket, semble assez logique et même un peu hypante, puisqu'on a, très honnêtement, les deux meilleures équipes de chaque conférence qui s'affrontent en finale. En playoff, oui, c'est sûr. Oui. Même depuis le 1er Euh, janvier, hein, c'est les deux meilleurs ouais. bilans depuis le 1er janvier. Une finale qui peut réjouir les vrais fans de basket, pas ceux qui veulent juste des séries Netflix et des storylines et des trucs. Voilà, on va dire ça Quand comme bien ça. même, chez Halliburton, sont C'est suivis vrai. actuellement par Netflix pour Starting Five, hein. On en avait parlé en off, mais ça sera intéressant à voir. C'est Ils ont ma bien. théorie du complot, moi. C'est ma théorie du complot. Dans tous les cas, voilà, on va parler à quelques jours du début de ces finales. Et ben, on va faire un petit peu notre preview. On va parler un petit peu des points clés de ces finales, peut-être des joueurs clés, peut-être des choses à surveiller, etc. Comme à chaque fois, on va bien sûr à la fin vous donner nos pronos, bien entendu. On est obligé à chaque fois de passer par ça. Mais en attendant déjà, comme je vous l'ai dit lors du dernier épisode, merci à tous pour votre soutien sur tous les épisodes, même là sur le dernier de la série. Encore une fois, vous étiez très nombreux à écouter ou regarder ça, donc merci. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner partout, parce qu'on va être là après chaque match des finales. On espère en tout cas, mais il y a un peu plus de temps, donc ça nous permet un peu plus de voir venir entre les matchs de finale. C'est un peu plus confortable pour nous et pour les joueurs aussi. Il faut le dire aussi, ça sera un peu plus confortable. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner partout pour retrouver tout notre contenu là-dessus et finir cette aventure avec nous, parce qu'on arrive à son apogée, j'ai envie de dire, avec les finales. Bon, Constant, comment tu te sens à l'approche, oui, du coup, de ces premières finales qu'on va vraiment couvrir? Parce que en 2016, enfin, déjà en 2012, le podcast n'existait pas. En 2016, ou en finale de conférence, il n'existait pas. Il a existé quelques années après. Mais comment tu te sens, du coup? Pff, Je sais pas, parce qu'on est encore un peu trop loin. On est encore un peu trop loin des C'est finales vrai. pour que la tension commence à monter là, parce que au moment où on enregistre, on est le dimanche, vous l'aurez certainement le lundi, mais on est à quasi une semaine du début des finales. Je suis impatient, tu vois. Je commence à me dire, ouais, ça fait longtemps là qu'OKC a pas joué. Je commence à regarder ma montre. Il y a de certaines. J'avais pris l'habitude du un match toutes les 48 heures. Puis là, bon, ça y est, on est sur des finales. L'adversaire me rend moins serein que ce que j'ai pu l'être sur la série face à Minnesota. J'avais dit au début de la preview que j'abordais la série face aux Wolves plus sereinement que la série face à Denver. Là, je me demande, je suis pas à un niveau de crainte équivalent à celui de Denver pour cette finale face à Indiana, mais j'en suis pas très loin quand même parce que globalement, ça va être le leitmotiv que je vais évoquer durant l'intégralité de cette preview. Je trouve qu'on sous-estime beaucoup Indiana, ou en tout cas qu'on prend un peu Indiana par-dessus la jambe, et pas que les supporters de Casey, hein. Beaucoup d'analystes vont regarder Casey est favori, largement favori absolument pour tous les bookmakers américains ou français. Donc voilà, moi je trouve que c'est une équipe qui était la meilleure équipe de la conférence Est depuis le 1er janvier en termes de bilan, qui était, même s'il y a eu des circonstances atténuantes avec les blessures du côté de Milwaukee, les blessures du côté de Cleveland, des comebacks improbables, la meilleure équipe de la conférence Est sur ces playoffs 2025. Donc ouais, c'est une match-up inédite. L'équipe qui remportera cette finale remportera son premier titre, hein, puisque Seattle, bah, Mm. ça compte pas. Et puis ouais, c'est excitant. C'est difficile de pas être excité à l'idée de voir son équipe jouer une finale NBA, surtout que là, on est sur un choc entre la meilleure attaque face à une défense all-time. Enfin voilà, il y a plein de points qui peuvent attirer un petit peu notre attention et démontrer que ça peut être, sur le papier, une finale très excitante. Ouais. Un choc entre paysans de la NBA, j'ai envie de dire. Entre Pécor, ouais, Entre pécores. c'est les finales avec la plus grande proximité géographique, Ouais. mais ça fait 1000 Ouais. bornes, quoi. Donc c'est un Lille-Marseille, quoi, à l'échelle Ouais. française. Mais C'est bon. sûr que c'est pas un LA New York, quoi. C'est Ah non, là, chez Indiana aussi. Beansport, je pense qu'ils vont tirer la gueule, là, parce qu'avant, ils allaient à San Francisco, ils allaient à Boston, là, ils vont aller à Oklahoma City, Indiana, tu vas voir que c'est pas la même, hein. Pas que chez Bean, hein, chez tous les diffuseurs et annonceurs et tout ce Les que vous voulez. diffuseurs, ils ont l'habitude que Bein, ils vont aux États-Unis pour le All-Star Game et puis pour les Ouais. finales de billets, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi que
Alors, globalement, tout le monde est très optimiste pour OKC, que ce soit des fans, des non-fans, des qui suivent beaucoup, pas beaucoup, tout ce que vous voulez, tout le monde est très optimiste pour OKC. Effectivement, il faut pas sous-estimer forcément cette équipe d'Indiana qui a fait un super parcours de playoff. Honnêtement, hein, voilà, ils ont pas volé leur qualification, ils sont allés chercher beaucoup de matchs à l'extérieur, on y reviendra. Voilà, ils ont montré que leur attaque était cohérente, pertinente, efficace, encore plus même en playoff. Donc voilà, ils ont prouvé que c'était une équipe qui avait des armes, qui savait jouer, etc. Mais peut-être qu'effectivement, on les attendait pas là. Quand on voit leur roster, quand on voit pas mal de choses, ça peut être surprenant de les voir ici. Mais voilà, c'est pas une équipe à sous-estimer. Je serais pas aussi dans le doute que toi. On y reviendra, mais j'ai quand même l'impression qu'OKC a un potentiel largement supérieur que face à cette équipe-là. On en a parlé, mais même à l'Ouest, j'avais toujours cette impression-là. C'est juste qu'il y avait Jokic à Denver qui t'embête tout le temps et il y a un certain truc avec cette équipe-là. Mais une fois que t'enlèves Boston à 100% et Cleveland en saison régulière, mais même qui baissait, je trouve qu'OKC a potentiellement un step sur tout le monde. Mais encore faut-il le prouver et encore faut-il réussir à imposer ton identité, ce qui a été le cas depuis la fin de la série contre Denver et surtout contre les Wolves. Mais ça va être un peu, je pense, ce qu'on va analyser le plus, la guerre entre les deux identités, l'identité offensive d'Indiana, l'identité défensive d'OKC, qui va réussir à prendre le dessus dans des finales qui vont être très agréables à voir, je pense, dans le jeu et dans tout ça, et très intéressantes tactiquement aussi. Dans les adaptations et tout, je pense qu'il y aura pas mal de choses. Oui, et puis t'es pas très loin d'avoir le choc des générations entre les coachs, hein, parce qu'entre Rick Carlisle qui est là depuis une éternité, qui est là, vous regardez The Last Dance, il est assistant coach de Larry Bird, il est toujours en train de coacher pour les Pacers, donc d'assistant coach des Pacers en 98 à coach des Pacers en 2025, il n'y a qu'à pas, surtout dans la transformation du registre de l'équipe qui fait jouer, il y a quand même une sacrée évolution en fonction de la période. Puis tu parlais du fait qu'Indiana était une équipe auquel on s'attendait pas forcément à voir. On avait fait un power ranking au mois de février chez Dunk Hebdo des équipes qu'on voyait qui avaient le plus de chances d'être titrées. Les Pacers étaient derniers et OKC était premier. Donc c'est bien. Comme ça au moins c'est vraiment le choc des classements. Et puis aussi t'as un truc où c'est le Paul Georgico là. Ça y est, on peut le dire là. Ouais. C'est la confrontation entre deux équipes qui ont récupéré leurs meilleurs joueurs grâce à Paul George. Donc j'espère que Paul George fera comme We Are Thunder, il fera peut-être des débriefs de matchs de finale parce que c'est un peu ses finales à lui aussi. Donc voilà, je pense Je sais que pas les pour deux qui il va équipes, être. Je sais pas qui. personne, je pense. En vrai, personne. Vu comment ça s'est mal passé à Indiana sur la fin, je suis pas sûr qu'il sera pro Pacers et vu le court passage qu'il a fait au KC, je suis pas sûr qu'il soit pro Mais Thunder. ça s'est bien passé, ok, si après. Donc. Oui, ça s'est mieux passé, ouais, effectivement. Mais il est resté un peu moins de temps. Mais d'ailleurs, moi, j'espère sur ces finales qu'on aura. Parce qu'à Indiana, ils ont George Hill, ils ont des gars comme ça sur le banc, enfin sur le front de courte. Moi, je veux bien avoir un premier rang puisqu'ils sont tous éliminés là où il y a KD, Ross, Harden. On peut pas faire ça, non? Ou Mais Ibaka Chris qui Paul. traîne un peu dans. Oui, c'est pour le MVP de chez qu'on avait Chris Paul. Après, Bon, Georgie peut faire les deux, oui. potentiellement. Bon, après, il a joué genre 20 matchs pour OKC, Non, donc. non, mais oui, mais ça serait bien qu'on revoie du Ibaka, Courtside, du Tabo, du André Ah ouais. Robertson. Bon, il joue encore André Robertson, donc c'est un peu compliqué. Il joue Oui, mais actuellement. il joue, ouais, mais tu vois, je sais pas, c'est le Tony Bradley, c'est le derby de Tony Bradley, quoi. C'est Aussi. aussi, tu vois, t'as des trucs. Quoi. Bah, Thomas Bryant, on l'a pas coupé aussi. Oh, je sais plus, il y a trop de joueurs qu'on Non, a je crois coupé. pas. Mais c'est Mais un ouais, joueur qu'on a discuté, peut-être qu'on voulait un jour. Je sais pas, il y a un truc, effectivement. je sais Il y a pas, quelque je chose. crois, il me semble, il y a un truc avec Thomas Bryant. Mais ouais, c'est effectivement, c'est bon, c'est une confrontation entre deux équipes de bouseux, comme tu l'as dit, mais entre finalement les deux effectifs les plus deep de toute la NBA, parce qu'en termes de rotation, je pense que sans trop s'avancer, ça va être les premières finales où les deux équipes vont tourner à 10 sur les matchs de finale, voire même à 11 du côté d'Indiana. Attaque élite contre une défense all-time. Bon, même si l'attaque d'OKC, je crois qu'elle est troisième ou quatrième sur ses playoffs 2025, donc c'est pas non plus l'attaque d'Orlando, hein, ça reste une très bonne attaque. Attaque de transition extraordinaire face à la meilleure défense de transition en saison régulière. Match-up entre deux jeunes, entre guillemets, superstars. Peu de joueurs qui connaissent les finales. Enfin, il y a tout pour donner. Je sais pas pour toi, mais me donne petite sensation de 2021 ces finales. Tu vois, le Suns Bucks sur côté vent frais, deux équipes que Hmm. t'attendais pas forcément. C'est un peu ce côté-là et c'est finalement les meilleures finales qu'on ait eues Ouais. depuis 2019, voire même 2016, 2021. Même si c'est pas ce que les gens veulent, effectivement, je suis d'accord que t'as des choses intéressantes. Ça va être inédit, ça va y avoir plein de choses à suivre, etc. Donc ça va être plutôt cool.
Tu m'as fait une petite transition, tu as parlé de la profondeur des effectifs, que les deux équipes allaient jouer avec pas mal de joueurs. Je pense que ça vient d'une chose qui est un peu commune aux deux équipes, c'est que tu as une identité qui est très forte pour ces deux équipes-là, et ce qui permet de faire jouer des joueurs que potentiellement tu n'espères pas voir normalement sur un parquet en finale NBA, mais qui peut être fonctionnel pour ces équipes-là, et que ça soit des deux côtés, hein. On peut parler d'un Thomas Bryant, on peut parler d'un Isaiah Joe, on peut parler de plein de choses, plein de joueurs comme ça. Euh, L'identité d'Indiana, et je pense que c'est le premier point clé, c'est une attaque, tu l'as déjà dit, élite, qui repose beaucoup sur le mouvement, sur la dynamique, sur des courses, sur du off-ball, sur... Voilà, c'est pas que de la transition pure, etc. Et je te le disais en off, très belle vidéo à voir de la chaîne Thinking Basketball sur ça, là, sur leur pace, etc., sur comment ils mettent beaucoup de rythme. Et c'est là que ça va être une confrontation de style assez évidente, et voilà, entre la défense d'OKC qui est très agressive, à limiter tout ce qui peut être fait par une attaque adverse, à amener du chaos, etc. Et une attaque d'Indiana qui va vouloir, elle, amener plein de décalages, plein de chaos, justement, mais dans le bon sens, cette fois pour eux, en proposant plein de courses, des fois en refusant des tirs, en plein de mouvements, pour retrouver encore une fois un bon tir au bout de 5 mouvements de balle, etc. Comment tu te sens vis-à-vis de ça? Est-ce que ton curseur, tu le places où, on va dire? Ce qui est rigolo, c'est que là aussi, tu as un espèce de un choc des équipes au niveau de la passe. C'est-à-dire que si vous regardez le nombre de passes effectuées, juste de passes effectuées, hein, Indiana sur ses playoffs, ils sont deuxième derrière les Warriors, ils sont à 314. OKC est à 256. Il y a 60 passes de moins effectuées par match entre les deux équipes. Par contre, si vous regardez les potential assists, donc si jamais les joueurs rentraient tous leurs tirs, OKC est premier par contre, avec 49 de toute la NBA sur les playoffs. Donc à partir du moment où OKC fait une passe, c'est souvent pour tenter un tir en tout cas. Donc ouais, je trouve que il y a ce graphique qui est sorti au niveau de la pace en disant oui, OKC joue plus vite qu'Indiana. Non. OKC joue pas plus vite qu'Indiana, c'est comme OKC force beaucoup de pertes de balles, forcément les possessions elles se terminent plus rapidement qu'une équipe comme Indiana qui provoque moins de pertes de balles. C'est pour ça que la pace est plus élevée. Mais oui, cette équipe d'Indiana, en tout cas, elle joue, c'est pas qu'elle joue vite, c'est qu'elle joue tout le temps en rythme, elle joue tout le temps en mouvement, elle joue tout le temps avec du mouvement, elle joue tout le temps avec de l'espace. Même dans le clutch, pour en Oui, avoir parlé. Même dans le clutch. mais justement, c'est pour ça que, alors ok, il y a des comebacks qui sont complètement ubuesques. Comeback sur le Game 1 face Onyx où t'as Ron Nesmith qui met 6-3 points en 3 minutes 30, là ça n'a absolument aucun sens. Mais pourquoi ils sont aussi efficaces dans le clutch? Parce qu'ils ne dévient pas de leur plan de jeu. Là où si vous regardez, on en avait parlé souvent depuis des années où on disait que dans le clutch, franchement, t'avais peu d'équipes qui essayaient de proposer des systèmes, t'étais beaucoup sur du 1 contre 1. Pour le coup, Indiana, c'est la seule qui dévie un petit peu de ce système de pure isolation et qui continue de pratiquer le même jeu, peu importe le temps restant sur l'horloge et peu importe le quart-temps dans lequel ils jouent. C'est aussi rendu possible par leur grande profondeur de banc, puisqu'à partir du moment où tu peux tourner à 10-11, eh ben, tu regardes, t'as Elisa Liberton, Pascal Siakam, Miles Turner, Andrew Nembhard, tous ces joueurs-là jouent pas plus de 36-37 minutes, donc quand tu arrives dans des situations de fin de match serré, les joueurs sont plus frais aussi. Et puis le fait de jouer à 10-11 deep, ça permet d'avoir un petit peu de variation au niveau des plans de jeu. Tu peux avoir un scouting report sur un Rodney Smith, mais comme sur le match 6 face au Knicks, c'est Thomas Bryant qui te plante dedans. Enfin, ça te permet d'avoir beaucoup de variété et te permet d'avoir des outils supplémentaires pour contrer ce que propose la défense adverse. Au niveau de leur passing, non, ça va être le test ultime, je pense, pour cette défense de Casey, parce que on parle beaucoup d'Indiana comme une équipe qui fait beaucoup de passes ou comme une équipe d'Indiana qui a beaucoup d'accès dans la peinture pour pouvoir faire du drive kick ou pour pouvoir faire du renversement de jeu. Moi, je trouve que c'est surtout une équipe qui est très forte pour utiliser le pick and roll et pour cibler les mauvais joueurs sur pick and roll. On l'a vu sur la série face aux Knicks, ils n'ont pas arrêté de cibler Jalen Brunson et Karl Anthony Towns. Sur la série face à Cleveland, ils n'ont pas arrêté de cibler soit Darius Garland, soit Ty Jerome. Ils sont très bons pour cibler les petits. Et je trouve que t'as pas ce genre de profil du côté d'OKC, t'as plus de liens faibles défensivement du côté d'OKC, donc ils vont pas pouvoir cibler un petit comme ils l'ont fait, et au niveau de leur passing, c'est peut-être là où tu peux avoir une certaine crainte, c'est qu'on a vu cette défense d'OKC être très friable face au passing, que ce soit le passing de Luka Doncic l'an dernier sur la série face à Dallas, le passing de Kyrie Irving, un petit peu le passing d'Anthony Edwards sur certaines situations face aux Wolves, passing de Jokic, j'en parle même pas. C'est dans ces moments-là que t'as vu OKC être friable, et là je trouve que leur passing évidemment est concentré sur les qualités
de Tyrese Haliburton, mais tout le monde est capable de faire du passing, tout le monde est capable de prendre des bonnes lectures. Il y a que Bénédicte Mathurin qui a un peu ce côté je fonce tout droit et je regarde pas trop ce qui se passe à côté, donc ça va demander de défendre beaucoup plus collectivement et ça va demander d'être pour certains joueurs qui normalement peuvent se reposer un petit peu off-ball, typiquement chez Gilgeous Alexander, d'être beaucoup plus concernés sur ce qui se passe loin du ballon. Et pour le coup, si Shea a la même défense off-ball que sur certains matchs de la série face aux Wolves, tu peux vite te retrouver avec des brèches grandes ouvertes. Ouais, j'avais noté la même sur Shea, je l'avais peut-être en joueur clé parce que juste pour ce point-là, même pas pour l'attaque ni rien. Non, t'as dit beaucoup de choses, mais en fait, Indiana, au-delà de la transition, effectivement, en fait, une fois qu'ils ont joué la transition, les joueurs ne s'arrêtent pas. On continue de courir, on continue de proposer du mouvement, que ça soit à l'elbow, que ça soit sur des coupes, que ça soit sur pick and roll, que ça soit sur des cuts, sur plein de choses, off-ball. Voilà, il y a toujours du mouvement qui est permis, tu l'as un petit peu dit, par un très bon spacing, parce que des non-shooters à Indiana, il y en a très peu. Peut-être que t'en laisseras, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée vu les pourcentages qu'ils ont et vu actuellement. J'y reviens. Ouais. Mais voilà, t'en as très peu, donc ils ont un gros spacing, ils ont beaucoup d'espace, ils ont des joueurs capables de driver, Haliburton en tête potentiellement. Ils ont des joueurs au-delà de connecteurs, c'est voilà des joueurs capables de passer, etc. C'est assez complet là-dessus, tout le monde est un peu impliqué. Ce qui est complètement différent de ce que tu as pu connaître depuis quelques temps en playoff, où là, tu as un challenge défensif qui est effectivement collectif et que tu dois contrôler un peu tout le monde. T'as pas un Jokic, un Doncic où le passing vient vraiment d'un seul joueur qui va tout créer. Bon, Burton est capable de le faire, mais c'est que globalement, tu as un vrai collectif qui fait bouger la balle. T'as pas un gars qui va poser un pick and roll, qui va faire un transfert par-dessus la défense à l'opposé, t'as pas forcément que ça. Donc c'est là que ça va être un vrai challenge défensif, peut-être le plus difficile de tous ces playoffs, parce que celui de Denver, c'était Jokic, en fait, voilà, et les role-players, comment les gère. Là, c'est vraiment un vrai challenge, et effectivement, ça va être très important d'essayer de limiter toute cette dynamique que peuvent mettre les Pacers, et pour le coup, ils portent vraiment bien leur nom d'équipe, mais qu'ils essayent de mettre des minutes 0 à minute 48 du match, et ça, il faudra réussir à le contrôler. Je pense que ça viendra, d'abord, tu l'as dit, d'efforts collectifs. Tu pourras peut-être potentiellement moins t'aider parce que avec les mouvements off-ball, avec les relocalisations, avec le spacing, ça va être plus dur d'être à 3 sur le joueur qui fait un post-up. Ça va être beaucoup plus dur. Donc, il va falloir être encore plus pertinent sur le 1 contre 1, sur le porteur de balle, sur ces choses-là. Il va falloir être encore plus dur et encore plus attentif aussi off-ball. Ça, tu l'as bien dit avec l'exemple de Shea, mais tu pourras pas te permettre de tourner le dos aux défenseurs, de pas communiquer sur des écrans d'emporteurs, de faire des switches un peu soft, etc. Ça te permettra pas ça. C'est une attaque qui va tout de suite le sanctionner. Après, effectivement, sur l'aspect pick and roll, c'est là où, comme toi, je suis un peu moins inquiété. Alors, à part s'il y a Hartenstein et Chet en même temps, j'ai envie de dire. Ça aussi, on va en parler. On en reviendra. C'est le seul moment où je me dis, ok, il peut avoir une difficulté. Hartenstein tout seul, je pense qu'on en reparlera, mais potentiellement c'est viable. C'est juste si t'as les deux, où là, ça risque d'être compliqué. Et je reviendrai sur le cas de Chet ensuite. En plus, ça sera mon joueur clé. Je spoil un peu. Mais ouais, je suis un peu plus serein là-dessus. Mais il faut vraiment, en fait, réussir à leur rendre tout difficile. Et c'est ce que je te disais en off, si on rentre dans un match défensif, et j'ai envie de dire, je reparlerai de la domination physique, mais vraiment âpre, comme on a pu faire contre Denver, comme on a pu faire des fois contre Minnesota défensivement, tu seras en très bonne position pour gagner. Parce que, on reparlera de leur défense à eux, mais je suis un peu moins confiance, et je pense que si tu rentres dans quelque chose de combat, où tu gagnes des ballons et tout, tu seras en très bonne place. Mais pour ça, tu dois presser Haliburton très haut et faire un gros taf sur lui, tu dois couper du ballon tout le monde, tu dois super bien communiquer, tout en protégeant le cercle, tout en protégeant le rebond aussi, à ne pas oublier que ça peut vite être une faiblesse du Thunder. Donc non, il y a un vrai challenge défensif pour une défense qu'on a dit all-time, voire historique, voire top 5 histoire, je sais plus ce qu'on a dit l'autre fois. Donc là, c'est le moment de prouver que tu sais t'imposer là-dessus, quoi. Ouais, et puis là aussi, tu as dit plusieurs choses. Ouais. Il y a deux, trois trucs sur lesquels j'ai envie de rebondir. Tu vois, tu parlais du fait que les Pacers étaient pas
c'était pas une équipe où t'allais avoir un joueur qui allait faire un pick and roll et puis qui allait faire un renversement ou qui allait créer un décalage. J'ai envie de dire que si, mais après la première passe de Hmm. renversement de Tyrese Haliburton, tu vas avoir une autre passe, Il puis y en une a autre un autre, passe, puis une c'est autre plus dans ce passe. sens-là, voilà. C'est pas renversement plus shoot, c'est renversement, puis après il y a un autre renversement, puis un autre Puis renversement. redrive, puis Ouais. repique, puis non, voilà, c'est dans ce sens-là. T'as pas une action unique en mode on joue le pique, on sait qu'on aura la passe là-bas, PJ Washington dans le corner, c'est fini. C'est Ah, pas. voilà, au Jaden McDaniels, ou Nickel Ouais. Alexander Walker. Enfin, en gros, ta défense, elle va devoir défendre sur un premier drive, puis ensuite, elle va devoir se réajuster en cours de possession. Enfin, cette défense, elle va être mise à mal. Et puis, au niveau de ça, je trouve que la clé, entre guillemets, pour le Thunder, au-delà du fait que, oui, je suis d'accord avec toi, si tu arrives dans une... De toute façon, vous regardez les victoires des Knicks sur cette série, les deux seuls matchs qu'ils gagnent, c'est sur des match-ups qui sont relativement défensifs. Et puis surtout, bah, c'est le point, bon, ça devient quasiment gaguesque tellement on en parle tout le temps, mais il va falloir provoquer des turnovers, quoi. C'est parce que là, Mm. Indiana, s'ils jouent comme ça, c'est très difficile de les stopper. Et j'ai envie de dire que la qualité d'OKC, c'est que OKC, au-delà d'être l'équipe qui provoque le plus de turnovers, et de très loin, l'équipe qui provoque le plus de deflection de toute la NBA et de toute la campagne de playoff. Donc potentiellement, tu peux peut-être commencer à gêner un petit peu leur ligne de passe si tu parviens à faire des deflection, si tu permets justement à les bouger un petit peu, ou en tout cas à couper leur ligne de passe, à au moins les laisser jouer dans un fauteuil comme ça pouvait être le cas, notamment sur la série face aux Knicks, hein, mais même les Cavs les ont globalement laissé jouer dans un fauteuil. Tu parlais du fait que tu jouais une équipe en five-out, je pense que c'est la seule équipe qui a un vrai five-out en NBA. À partir du moment où ils ont Miles Turner Mm. sur le parquet, hein, parce que quand ils ont bon Thomas Bryant, il met dedans, mais bon c'est un cas à part. Mais même quand ils ont McConnell, c'est pas vraiment du five out. Enfin, leur starting five est le seul vrai five out de NBA. Et puis surtout, le drop, ça va être compliqué face à cette équipe d'Indiana, hein, parce qu'on a vu qu'Anthony Towns, le nombre de fois il s'est fait sanctionner parce qu'il a essayé de défendre en drop. Alors lui, il drop, limite son drop, il se Ouais. terminait sous le panier. Après, ouais, Donc les bon. attitudes de Towns, ouah, Ouais. Non, mais les attitudes de Towns sont catastrophiques. Le ball watching de Josh Hart sur certains matchs de la série est catastrophique. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mal à juger cette équipe d'Indiana parce que ils ont quand même pas joué une équipe du niveau défensif d'OKC, quoi. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sur chaque tour ils ont pu cibler un petit déjà. Là, ils pourront pas le faire. Et sur la finale de conf, non seulement ils pouvaient cibler un petit, mais en plus, ils pouvaient cibler qu'Anthony Towns. Bon, peut-être que Hartenstein, il va passer de mauvais moments quand il faudra défendre sur le pick and roll ou Mm. sur le pick and pop. Mais à partir du moment où tu mets Chet, et je pense que on va beaucoup voir Chet au poste 5, et on va beaucoup voir de line-up petit, eh ben, ça va déjà être un petit peu plus compliqué pour ça. Donc, ouais, t'as cet aspect-là où l'attaque d'Indiana est très bonne, mais elle a toujours ciblé des défenseurs qui étaient mauvais. Et là, t'en as pas un seul du côté d'OKC, donc ça va peut-être changer. Typiquement, les drives de TJ McConnell ou les drives d'Obi Toppin, je suis bien curieux de voir s'il va continuer à se balader dans la raquette quand il va devoir Mm. essayer de se taper le contact physique avec Caruso, avec Cason Wallace, avec Lou Dort. Et puis surtout, tu parlais de pas concéder des switches facilement. OKC avec Caruso, Lou Dort et Cason Wallace, ça peut-être les trois joueurs qui sont le plus durs pour poser un écran et peut-être ceux qui se battent le plus pour refuser de concéder un switch facile. Donc ouais, c'est une défense qui va être mise à mal. Je pense que tu peux potentiellement enrayer leur machine en attaque en provoquant beaucoup de deflection, mais tu as aussi ce choix qui va être un choix où tu renies peut-être ton style de jeu. Est-ce que tu restes potentiellement plus discipliné? Tu vas moins aider effectivement sur les drives, tu vas peut-être plus craindre justement les corners parce qu'ils mettent tout dedans à 3 points, Mm. donc tu peux très vite te faire sanctionner plus que face à Minnesota pour défendre sur du pur individuel et défendre de manière encore une fois plus disciplinée. Il y a un truc, tu vois, tu parlais du fait de prendre Haliburton plus haut, il y a un truc que les Knicks ont fait sur le match 5, c'est qu'ils ont pris Haliburton plus haut et surtout ils le gardaient de face. Donc quand tu gardes un joueur de face, bah tac, enfin, le joueur est négatif, enfin vous pouvez carrément le soustraire de l'équation. Donc si Indiana se retrouve à attaquer sur du 4 contre 4 avec Haliburton qui est gardé de face par, je sais pas, par Caruso, Cason Wallace ou par Lou Dort, c'est quand même un petit peu plus dur. Et les Knicks ont fait beaucoup de presse tout terrain sur le match 5. Je pense que du côté d'OKC, tu peux te dire, attends, ça a marché sur le match 5, nous on a quand même un effectif qui est bien meilleur en termes de roster défensif, on va peut-être aussi commencer à jouer de la presse tout terrain pour voir si on peut pas un petit peu les freiner sur cet aspect-là. Ouais, tu lui mets Cason Wallace sur lui 25 minutes là en tout terrain, je pense que ça peut le freiner un petit peu, mais globalement, ouais, d'ailleurs, Cason et Caruso, dans cet aspect deflection, couper les lignes de passe, etc., l'une des clés, ça va être qu'ils arrivent à rentrer un peu dans la tête et dans les feintes des joueurs d'Indiana et dans leur jeu, où
quitte à toucher un peu les ballons, à les faire douter, et petit à petit, voilà, faire un peu dérailler cette machine qui est souvent bien huilée, quoi. Et ouais, ça va être déterminant là-dessus. Après, moi, je garde mes trucs sur Chet, parce que lui, je pense qu'il aura un rôle, surtout certaines chaînes jouent peu, comme on a dit, parce que lui pourrait être en difficulté dans le jeu en mouvement. Je pense qu'il aura un rôle prépondérant dans le bon déroulé de ces finales pour OKC. Mais je pense que ouais, ça va être un collectif global qui va être mis à l'épreuve, en gros, sur cet aspect-là. Et j'y reviendrai d'ailleurs. Je pense que, comme tu l'as dit un peu en intro, dans les rotations, ça va peut-être se réélargir un petit peu par rapport à Oui. avant, parce que il y a des joueurs comme un Joe est potentiellement capable de réaliser ces efforts-là défensifs, sera moins en difficulté physiquement, et pour le coup, pourrait être intéressant dans l'intensité et dans l'autre côté du terrain. Il a toujours été intéressant en soi. Donc voilà. Quand il met dedans, mais il est toujours intéressant. Mais ouais, après, défensivement, être rigoureux, voilà, être concerné tout le temps. Et puis après, il y a un moment où il va falloir réussir à faire diminuer un peu cette adresse à 3 points, parce que ça, c'est un truc face à laquelle tu pourras difficilement répondre en playoff. On a eu des miracles un peu, notamment contre les Wolves, où le match 4, tu le gagnes de manière improbable, vu les adresses de tout le monde, etc. Mais là, cette équipe-là, quand elle déroule, c'est tout le monde qui déroule, et ça tire de partout, et tout le monde met dedans, et ça depuis... combien ils ont joué de matchs de playoff, je sais plus, mais globalement tous les matchs, quoi. Bah, ils sont 12-4, donc 16. 4-1, 16 matchs de ouais. playoff. Là, parce que moi, justement, j'ai une stat pour ça. J'ai une stat pour ça. Ce que je voulais voir, alors au début, je voulais voir, puisque OKC a quand même une perte drastique d'efficacité entre la saison régulière et les playoffs en termes d'adresse à 3 points, je voulais voir, chez tous les finalistes de ces 20 dernières années, quelle équipe faisait pire en termes de perte d'adresse. Est-ce que tu sais, sur les 20 derniers, sur les, 38, 39 en comptant Indiana, mais vous doutez qu'Indiana n'a pas une perte d'adresse à 3 points, sur les 39 finalistes, combien d'équipes connaissent une plus grosse perte d'adresse entre l'adresse en saison régulière et l'adresse en playoff que le Thunder? Ah, ou sur 30, sur 38, 39. Ouais, Bon, ok, si, et genre 37 ou 38, je pense, honnêtement, hein. il y On en est a tout en deux. bas. Il y en Ouais, a voilà, deux. donc on est 37 ou 36, oui, c'est ça. Ouais. Il y a Milwaukee qui a moins. Alors, OKC sur cette campagne de playoff tire 4,7 points de pourcentage moins bien que sur la saison régulière à 3 points. Il y a les Bucks 2021 qui étaient à moins 5,8. Ils ont quand même réussi à gagner le titre, c'est absolument ubuesque. Et t'as les Mavs de 2006 qui, 2006 ça commence à remonter, hein, qui étaient à moins 7 points, moins 5,7. Et de l'autre côté, Indiana, avec le match 6 face aux Knicks, tire 4,2 points de pourcentage de plus que sur la saison régulière. C'est un truc de fou, ça. Combien d'équipes, selon toi, Pierre, ont un delta du coup positif sur les 39 derniers finalistes meilleur que ces Pacers? Une. Allez, je te dis Oui. juste une pour une, hein, mais voilà, c'est ça. Une, les Cavs 2016. Les Cavs Ah ouais, 2016 qui ouais. sont à plus 5,1. Et d'ailleurs, j'ai une petite stat intéressante pour montrer à quel point cette équipe avait un mode playoff on-off. Les Spurs, à chaque fois qu'ils sont allés en finale, tiraient mieux en playoff à 3 points qu'en saison régulière. À chaque fois. Alors que normalement, la tendance est plutôt au négatif, on va être très honnête. Et Ouais. du coup, si on prend ce delta à 3 points, le moins 4,7 plus le 4,2, ça fait 8,9 de delta à 3 points entre la saison régulière et les playoffs pour Mm. les deux équipes. C'est le plus gros delta sur une finale depuis 20 ans. Voilà, c'est jamais arrivé un tel delta d'adresse à 3 points. Donc moi, c'est un peu le scénario que j'ai envie de dire, c'est que il y a une équipe, il y a de ça 2-3 ans, qui tire extrêmement bien à 3 points et qui venait un petit peu de nulle part et qui arrive en finale NBA. C'est le Heat. Ils étaient à plus 3 points de pourcentage sur leur campagne de post-season par rapport à la saison régulière. Ils font 3 séries de suite où ils tirent à plus de 42% à 3 points. Puis quand ils arrivent en finale, ils tournent à 34%. Moi, c'est un peu le point de bascule de ces finales-là. C'est que si Indiana continue d'être aussi costaud à 3 points qu'ils le sont actuellement, où ils rentrent tout, franchement, ils rentrent tout. Alors oui, ils ont des tirs wide open, mais quand t'as Thomas Bryant qui te met 3 points dans le corner, il y a un moment, t'es juste obligé de lever les yeux au ciel et de faire bon, bah bravo. Si Indiana rentre tout, pour moi, la série, elle va durer longtemps parce qu'il y a des moments où tout aussi bonne la défense du Thunder peut être, Mm. tu vas prendre des cartons. Haliburton, il te met des step back à 9 mètres, tu peux pas trop les défendre, ceux-là. Puis les pick and pop avec Miles Turner, il y a un moment, soit tu vas concéder 2 points sur le drive, soit tu vas le concéder le 3 points. Puis Siakam, il met dedans. Donc, si Indiana a cette adresse à 3 points, la série va être longue. Si Indiana fait une hit 2023 où ils reviennent à leur standard d'adresse en saison régulière, là, pour le coup, la série est pas la même. Donc, pour moi, c'est au-delà des turnovers, qui est bien sûr un facteur important, ou d'imposer son rythme. Quelle équipe va réussir à Mm. imposer le rythme avec lequel elle a envie de jouer?
ouais, l'adresse à 3 points va être un énorme facteur parce que OKC est en dessous de tout en termes de réussite, là où Indiana est justement au-dessus de tout. Ouais, puis enfin, 40% sur la campagne de playoff, ils sont quoi? Enfin, c'est 41.2 si t'enlèves non, 41.7 si t'enlèves le garbage time. non, enfin, voilà, c'est assez énorme. Effectivement, ça va être un facteur déterminant et tu pourras difficilement parier sur la défense Jedi en mode on les laisse Oui, tirer et ça ça va marche tomber pas dedans. ça. Je pense que ça va être compliqué, et sachant, comme on l'a dit, qu'il y a peu de joueurs qui ne mettent vraiment pas dedans. Alors après, à voir sur l'évolution de la série, hein, parce que peut-être que petit à petit, il y en a qui mettront pas dedans, mais voilà. Et puis tu peux même pas faire comme contre Denver, où tu peux parier des fois sur le volume que les joueurs vont prendre, mais même contre Minnesota, tu peux pas faire ça. Après, tu vois, C'est quand pas tu les as pays parlé qui des... prend le plus gros volume en Oui, termes de tu 3 points. vois, en plus, quand tu as parlé des Spurs qui à chaque fois shootaient mieux, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah, est-ce que c'est que les équipes font jouer des meilleurs joueurs plus adroits et dans un sens, ils mettent plus dedans? Est-ce que c'est qu'ils prennent aussi des meilleurs tirs, ou ils essayent en tout cas? Mais en soi, c'est même pas une raison, je pense, pour cette équipe d'Indiana. C'est juste que là, les joueurs sont en totale confiance, total en rythme. Il y a des bons tirs qu'ils ont, je pense, globalement. Ils trouvent assez régulièrement des bons tirs. Voilà, donc Haliburton met des step back, voilà, il y a plein de choses qui tombent un peu dans leur sens, ils sont en pleine confiance, donc il va falloir essayer de briser ça, effectivement, et ça passera, ça on y reviendra, ça passe dès le match 1, ça. Tu peux pas, tu recommences, tu les laisses encore dans leur dynamique à prendre le premier à l'extérieur, voilà, ça va être compliqué. Sachant que là, autant les autres séries, et encore contre Minnesota, de moins en moins, on pouvait espérer qu'OKC remette dedans. Bon, là, j'y crois de moins en moins, quoi. Honnêtement, de l'adresse collective, j'y crois de moins en moins. De l'adresse individuelle, pardon, on peut y croire avec Chet et J-Dub. On a eu des pics, voilà, contre Minnesota. Sur de l'adresse collective globale, bon, à part si le match 5 a permis de mettre tout le monde en feu, Dort, Joe, etc., j'y crois de moins en moins pour OKC, qui est pour le coup 13e en playoff, à l'adresse à 3 Oui, points, si je ne me trompe pas. Et oui. derrière, c'est les Pistons, qui n'ont pas de shooter. Et Orlando. Le Magic qui a pas de shooter et Memphis qui ont joué contre nous, qui ont pas de shooter et qui se sont fait défoncer. Donc, enfin, c'est voilà, donc dans un sens c'est un peu un miracle qu'OKC soit aussi qualifié grâce à ces stats avec cette stat là pardon, mais Oui. c'est grâce à tout ce qu'il y a à côté. Mais Indiana effectivement, tu arrives à limiter cette adresse à 3 points. Bizarrement, je pense que ça va se passer beaucoup moins bien pour eux et t'auras pas de comeback et t'auras pas de run et t'auras pas de voilà de rythme comme ils peuvent avoir quoi. Parce que c'est pas une équipe non plus que je trouve suréquipés pour driver. Tu vois, ils drivent, ils font les passes, etc. Mais c'est pas OKC avec Shea et J-Dub qui peuvent vraiment aller au cercle de plus en plus. Voilà, tu vois. Oui, je suis d'accord. De toute façon, si tu regardes sur les playoffs, c'est la 11e équipe en termes de pourcentage de réussite au cercle. Donc ils sont pas non plus, voilà. Et, Tu- et ils ont pas joué OKC. Encore une Non, fois. ils n'ont pas joué au KC. Donc, Après, tu vois, il a joué au KC avec enfin, il a joué la défense de KC quand elle a décidé de te boucher l'accès au cercle, type Anthony hmm, Edwards. Et il a joué la défense de KC en craignant peut-être un peu plus le 3 points et du coup en ouvrant un petit peu plus les espaces, tu vois, en défendant peut-être un peu ouais. moins de manière horizontale et peut-être un peu plus de manière verticale. Donc oui, on va voir. Mais de toute façon, oui, Haliburton peut faire un petit peu de drive. Siakam va beaucoup de faire de Oui. post-up. De toute façon, c'est une équipe qui tente énormément de tirs des longues tout, des tirs à longue mi-distance. Donc normalement, c'est pas des tirs rémunérateurs, mais comme eux ils mettent tout dedans, bon bah forcément ça va être un petit peu plus simple. Et puis bon, Siakam, les playoffs de Siakam sont quand même immenses. Mais voilà, je trouve que c'est une équipe qui, voilà, effectivement, tu peux les contrer, mais au niveau du 3 points, et tu parlais du fait que pourquoi ils étaient bons à 3 points, tu vois, c'est même pas qu'ils font jouer de meilleurs joueurs, puisqu'ils tournent à 11, donc ils gardent la Oui, c'est ça. rotation de saison régulière. C'est surtout parce que les tirs sont en rythme, en fait. Les tirs Hmm. sont en rythme. Soit c'est sur une transition, soit c'est après un mouvement de balle. C'est pas typiquement ce qu'on avait vu avec OKC l'an dernier sur la série face à Dallas, où c'était une passe, un tir, quoi. Là, t'es relativement en mouvement, t'es toujours plus ou moins en rythme, et donc forcément, tu vas avoir un peu plus de chance. Si jamais tu peux un petit peu enrayer leur process et faire que les tirs sont un peu moins pris en rythme, c'est un peu plus du bon, vas-y, on fait une passe, prends le tir, que t'as le close-out avec un Cason Wallace qui arrive comme un dératé, et peut-être moyen que tu puisses les embêter un petit peu. Et puis surtout, la stat, moi, que je trouve intéressante, c'est qu'on parle beaucoup de l'adresse pour les deux équipes, mais ce sont deux équipes où les équipes adverses loupent beaucoup de 3 points aussi. Si tu prends les pourcentages de réussite des équipes adverses, OKC est 4e sur les playoffs, Indiana est 5e. Hmm. 33.6 de réussite adverse à 3 points pour OKC, 33.9 pour Indiana, ce qui fait que tu as des matchs où
Bah, typiquement, hein, le match 6 entre les Knicks et les Pacers, t'as les Knicks qui se tirent à 50% à 3 points, quand t'as New York qui tire à 24%. Et quand t'as un tel delta dans la NBA d'aujourd'hui, si t'arrives pas à provoquer des turnovers en plus de ça, c'est assez compliqué. Ça me fait penser un petit peu à la série face à Denver, quoi, où t'as Ouais. des matchs, notamment le match 3, où Denver met tout dedans à 3 points, mais comme OKC arrive à provoquer des turnovers, tu compenses. Mais là aussi, tu vas avoir un jeu des mathématiques qui va devoir être compensé par le jeu de la possession si jamais au niveau des mathématiques, tu te fais surclasser. Je pense que tu auras des matchs où tu vas te faire surclasser parce que Indiana va tout mettre et où toi tu vas pas en mettre un seul. Oui, aux 3 points, tu risques de souvent de faire surclasser. Après, l'écart peut être plus ou moins grand. Ouais. Après, effectivement, Indiana n'est pas, pour voir qu'on a dit qu'il bougeait beaucoup la balle, c'est pas une équipe qui perd beaucoup de ballons pour l'instant en playoff. Et ça, encore, bon, ils sont pas joués au KC encore une fois, mais il faudra réussir à tomber là-dedans. Et en fait, tout ce qu'on dit, et même le fait que les adversaires d'OKC mettent pas forcément dedans de loin, alors certes, il y a des choix tactiques. On l'a vu sur les dernières séries, hein, quand tu laisses tirer Westbrook plein de fois, bon voilà. Mais il y a aussi cet aspect physique où quand tu impactes tellement en domination physique, défensivement et même offensivement, j'ai envie de dire, sur 48 minutes l'adversaire, et ton tir, quand tu viens de te prendre un coup dans l'épaule et que tu dois reprendre le tir ou que t'es cramé parce que tu as mis 2 secondes de plus à te démarquer pour passer à travers l'écran, effectivement, c'est pas le même que quand tout se passe bien, tout déroule, voilà, c'est pas du tout la même chose. Et c'est un aspect pour moi qui est, encore une fois, majeur, mais ça va avec les turnovers aussi. C'est quand je vois les deux effectifs, OKC doit détruire physiquement Indiana. On doit leur casser la gueule. Après, il joue Mais physique aussi, hein. Faut pas oui, oui. sous-estimer, hein. Mais pour moi, on doit leur casser la gueule. Et comme on l'a fait sur beaucoup de séries avant, hein, où les matchs où tu surdomines, même à Jokic, tu lui casses la gueule à un moment. Caruso, tu lui casses la gueule. Ça, Oh c'est là, juste. ça y est, là, on est dans l'after-foot, là, ça y est. Non, non, mais c'est la vérité. C'est que Oui, physiquement, je tu sais. mets le curseur tellement haut que ils arrivent plus à attaquer, quoi. Alors, est-ce qu'on arrivera jusqu'à ce qu'ils arrivent plus à attaquer Indiana? Je pense pas. Mais, enfin, voilà, physiquement. Notamment sur les lignes arrière et autres, tu dois les exploser. Et ça va être vital de réussir à faire ça, que ça soit en small ball ou pas, hein, parce que même un Caruso, pour moi, un Siakam, il peut complètement le contenir et l'annihiler physiquement, hein. Donc, quand je vois ce qu'il a fait sur Hockey, je me dis qu'il peut le faire. Et Mm. pour le coup, un Turner me fait moins peur que d'autres, tu vois. Donc, vraiment, physiquement, tu dois être capable de dominer la série. Et comme tu l'as dit, ça doit permettre de remporter des matchs que tu es peut-être pas censé remporter en différentiel d'adresse et de maths pur, quoi. Ah, disons que c'est pas Darius Garland ou Jalen Brunson qui allait mettre un petit Ouais, coup voilà. d'épaule un peu rugueux à Tyrese Haliburton, effectivement, là où Alex Caruso et Cason Wallace, ils ont peut-être moyen de le faire un peu plus. Effectivement, t'as moyen de jouer physique. Et puis, tu parlais du fait que c'était une équipe qui provoquait peu de turnover, enfin, c'était une équipe qui perdait peu de ballons malgré leur passing. Bon, déjà, bah, j'ai envie de dire que c'est les deux équipes qui perdent le moins de ballons sur Mm. cette campagne de playoff. Donc, il y a peut-être un moment où il va falloir aussi considérer le fait que bah, ne pas perdre de ballons, c'est important. Je voudrais dire que Tyrese Haliburton et Shai Gilgeous-Alexander, ce sont les deux superstars les moins turnover prone. J'ai envie de dire, c'est ceux qui perdent le moins de ballons, c'est ceux qui C'est une sont le plus compétence, hein, de conservateurs. pas perdre la Ah balle, ouais. hein, honnêtement, Mais hein. c'est une compétence qui a été peut-être trop souvent Mm. mésestimée, notamment quand on parlait des superstars. Et bah là, pour le coup, ça revient en pleine tronche. Donc, mais sur cet aspect-là, bon, Indiana déjà en saison régulière perdait pas beaucoup de ballons, donc c'est pas forcément un facteur à prendre en compte. Mais même si on n'est que sur de la saison régulière, que ce soit Cleveland, New York ou Milwaukee, c'était trois équipes qui n'étaient même pas dans le top 10 en termes de turnover adverse provoqués sur la saison régulière et qui du coup n'étaient pas dans le top 10 sur les turnovers provoqués sur les playoffs. Donc, ça n'a rien à voir avec cette défense d'OKC, une nouvelle fois. C'est toute la problématique. C'est toute la problématique. Et est-ce que tu vas être capable, effectivement... Alors, jouer physique, j'ai pas peur de ça, hein. Je pense que OKC Non, a ça va. montré sur cette campagne de playoff qu'en termes de jouer physique, t'en connais peut-être un petit peu un rayon. Indiana est quand même capable d'avoir du répondant, mais plus en défense qu'en attaque, je trouve, dans leur manière de jouer physique. Même si Siakam est quand même capable de jouer physique. Miles Turner, sur certaines actions, est quand même capable de jouer un petit peu physique. Obi Toppin, quand il décide de driver plein centre et qu'il est lancé, c'est peut-être un peu physique aussi. Mathurin est bon pour provoquer des lancers francs en jouant physique aussi. C'est pas Ouais, mais le... c'est pas Aaron Gordon qui va même Non. sur une jambe va te mettre un énorme coup poste bas et tu vois, c'est pas ça, quoi. Ah, Siakam est capable de le faire. Siakam, je suis d'accord, par contre. Ouais. Siakam est capable de le faire. Mais effectivement, ils seront peut-être plus physiques en défense qu'en attaque.
parce que c'est pas leur jeu non plus de jouer physique en attaque, puisqu'ils, comme on l'a dit depuis le début, ils sont beaucoup basés sur le jeu de passe. Donc peut-être effectivement, et ça rejoint aussi l'adresse à 3 points, c'est un peu ce que tu as évoqué tout à l'heure, mais quand tu commences à avoir une dose d'énergie un peu plus basse, parce que tu t'es pris 14 coups sur la possession avant de prendre ton tir à 3 points, il y a peut-être un moment où le tir il va être un poil court aussi. Quand t'as l'icône Gatorade comme sur Touquet, ça devient plus dur d'être les tirs. Je ne sais pas s'il y a encore ça. Tu vois, je pense. Ouais, ça m'étonnerait qu'ils aient enlevé. Mais oui, mais vous avez compris la métaphore, quoi. Ça devient plus dur d'avoir le bon timing au tir et de mettre dedans, quoi, effectivement. Est-ce qu'on passe de l'autre côté du terrain? Du coup, on a pas mal parlé des enjeux défensifs d'OKC, mais offensivement, il va avoir du boulot parce que Indiana, alors, c'est pas la défense la plus élite, voilà, que peut-être OKC a pu rencontrer jusqu'à maintenant en playoff, voilà, mais tu qualifies pas en finale sans défendre. Ça, on va poser les bases tout de suite. C'est une équipe qui a quand même des armes et qui a quand même une défense collective qui est en place et qui a fait déjouer, là, par exemple, l'attaque de Cleveland. Hein. Il faut pas se cacher les choses non plus. Bon, qui était pas au niveau de saison régulière, mais qui a fait déjouer un peu Cleveland. Donc, pas à prendre à la légère. Après, moi, le premier truc que je vois, c'est que, et on l'a vu sur l'un des matchs en saison régulière, il peut se balader, je pense, beaucoup plus facilement en tout cas, à voir si c'est le cas, mais que les d'autres séries où on avait un peu plus, toi et moi, dit, bah, ah ouais, là, il y a lui pour l'embêter, eux, ils vont mettre un mur, eux, ils vont faire ça. Là, honnêtement, j'ai l'impression que c'est la série où il y a le moins d'armes pour le contrer, que ça soit sur du 1 contre 1 pur, ou sur pick and roll, ou pour le coup, le drop de Miles Turner, s'il défend comme il a pu le faire des fois, il va se faire beaucoup sanctionner, je pense. Oui, alors après, la dernière fois qu'on avait dit que chez Gilgeous-Alexander devait dominer offensivement sur une série, c'était Denver. Hein, donc on va pas non plus, tu vois, on va pas non plus. C'était pas tant lui le problème sur la fin en tout cas, au début. Par contre, sur le début, c'était Après, un on peu lui le n'avait pas problème. prévu qu'ils allaient faire 48 minutes de zone tous les matchs. Voilà, Quoi. c'est ça. Mais bon, on va voir s'ils font des prises à deux, puisque normalement, ils pouvaient pas faire des prises à deux sur Jalen Brunson, notamment parce que tu avais Karl Anthony Towns derrière qui était capable de faire des trucs si jamais tu venais à lâcher la prise à deux sur le pick and roll, sur pick and pop. Est-ce qu'ils vont pas justement de l'autre côté se dire bon, on craint beaucoup moins l'autocréation de Chet Holmgren et du coup, bah, on va partir peut-être sur plus de prises à deux, en tout cas plus blitzé chez Gilgeous-Alexander que ce qu'ils ont plus blitzé sur les autres joueurs sur les séries. Après, c'est ce que j'évoquais en off tout à l'heure. C'est quand même Indiana, c'est quand même du stat farming pour les stars, hein, parce que vous regardez la série de Giannis. Bon, ok, c'est Giannis Antetokounmpo, mais Giannis Antetokounmpo sur la série face aux Pacers, 33 points, 15 rebonds, 7 passes, 60 de true shooting. Si vous regardez la série de Donovan Mitchell, c'est 32 points, 6 rebonds, 4 passes. Non, 34 points, 6 rebonds, 4 passes. Et Jalen Brunson, j'ai pas les stats sous les yeux, mais il doit être en 37 avec une belle efficacité aussi. Donc, la principale qualité d'Indiana, ça n'a pas vraiment été de limiter les superstars, ça a été de prier. Eux aussi, ils ont une belle défense de Chevalier Jedi, puisque tu parlais du fait qu'ils avaient su faire déjouer l'attaque de Cleveland. Cleveland, ils mettent pas un panier à 3 points sur toute la série non plus. Hein, donc, c'est ça qu'ils ont fait déjouer un peu aussi tout seuls, mais oui. Voilà, parce que Cleveland, qui était quand même la meilleure attaque de saison régulière, qui termine à 29% de réussite à 3 points sur une série, je pense que en termes de défense Chevalier Jedi, là aussi, il y avait un petit peu de qualité de la part, où il y avait un petit peu de background du côté des Pacers. Non, en attaque, je pense que c'est une belle attaque qui est capable d'avoir des montées d'intensité qui sont très importantes. Vous regardez là sur le match 6 face aux Knicks, il y a un moment où les Knicks, ils jouent genre 12 secondes sur une possession, ils arrivent même pas à passer en dessous de la ligne à 3 points. Vraiment, ils sont bloqués, il se passe rien, quoi. Je trouve que, aussi bizarre que ça puisse paraître, cette défense d'Indiana, elle défend un peu comme OKC. Dans le sens où, c'est une équipe qui va beaucoup laisser de lancer franc à l'adversaire. Parce qu'elle est capable de jouer, d'avoir des côtés un petit peu physiques. Si vous regardez le free throw rate, donc le ratio lancer franc tir tenté, Indiana a un free throw rate pire que celui d'OKC, c'est-à-dire qu'il provoque encore plus de lancers francs que OKC. Et je trouve sur cet aspect-là, notamment Donovan Mitchell, s'était régalé avec des matchs à 23, 24 lancers francs. Alors si chez Gilgeous-Alexander a des matchs à 23 ou 24 lancers francs, j'imagine même pas l'état de Doris Burke quand elle va devoir commenter les matchs des finales. Ça va être catastrophique. Mais non, je trouve que c'est une équipe qui défend de manière intelligente, qui sait là où sont ses qualités, qui a progressé en provocation de turnover au fur et à mesure que les playoffs progressaient aussi. Sur New York, franchement, le nombre de turnovers qu'ils arrivent à provoquer, ils sont bien aidés par, j'ai pas envie d'être méchant, mais on va dire par certaines actions où en termes de lucidité, ça en manquait cruellement du côté des Knicks. Mais voilà, c'est une attaque qui a quand même
enfin, c'est une défense qui a quand même su élever son niveau de jeu par rapport à la saison régulière, qui a su passer un cran sur certains matchs, mais c'est pas leur qualité première, effectivement. Même si, voilà, on verra. En termes de profil, je pense que de par les mensurations de certains et de C'est par pas la aussi. variété, ils peuvent potentiellement plus t'embêter, j'ai envie de dire, à l'intérieur qu'à l'extérieur, puisque effectivement, la défense sur le point of attack, ça va être Aaron Nesmith qui a cette fâcheuse tendance à prendre beaucoup de fautes. Quand on connaît la capacité de chez Gilgeous Alexander à provoquer des fautes, ça peut très vite mal se terminer pour Aaron Nesmith ou Andrew Nembhard. Mais tu vois, t'as pas de joueur que tu peux vraiment cibler. Haliburton a largement progressé dans sa défense depuis 6 bons mois. T'as pas non plus de maillon faible que tu peux vraiment viser si t'es attaque d'OKC. T'as moins de joueurs qui sont de très bons défenseurs, mais t'as pas de Mm. maillon faible, je trouve. C'est ça, c'est une défense plutôt intelligente et cohérente collectivement. Allez, t'as un ou deux joueurs qui vont augmenter ton plafond défensif. Je pense qu'un Neymar, même un Turner dans les grands soirs de protection de cercle, et encore, et tu vois, il peut te mettre pas mal de comptes, ou même un, tu vois. Mais t'as pas cette dimension élite presque à tous les postes que peut avoir OKC. T'as pas cette identité vraiment forte là-dedans. Mais je suis d'accord avec toi que c'est une défense qui va être qu'il va falloir battre, qui va pas se laisser battre et qui va pas te donner les paniers et qui va te rendre les choses faciles, effectivement. Je pense qu'on va cibler à Liberton, je pense, honnêtement, que Shea va aller chercher du switch sur lui, potentiel, et eux sur Turner. Je pense qu'on va essayer de pas mal de jouer du pick and roll avec ces deux-là et de les engager là-dessus. Je sais pas comment eux, ils vont se débrouiller, tu vois, ça dépend aussi qui on fait starter, mais qui ils vont mettre sur qui? Est-ce qu'ils vont délaisser un Dort? Est-ce qu'ils vont mettre Siakam sur Dub? Ça paraît quand même probable, je pense. Ou alors ils mettent Nembhard sur Shea, Nesmith sur Dub, tu vois. J'attends de voir eux comment ils se déploient un petit peu. Ou ok, si ça paraît un peu plus évident, on n'en a pas parlé, mais ça paraît un peu évident les match-ups défensifs. Je pense aussi, tu l'as dit, il y a du stat padding, enfin du stat farming des stars contre Indiana. Ça peut être une strat aussi de laisser la star faire ce qu'il fait, et par contre bon, en partie prier pour que les role-players ne te sanctionnent pas, mais les laisser justement eux prendre leurs responsabilités. Et t'arrives sur une scène, encore une fois, on en a parlé contre Minnesota, très grande. Il faut que tes role-players arrivent à répondre présent et à porter leurs responsabilités. Ça a été déterminant pour OKC avec Chet et Dub contre Minnesota qui ont complètement step up et qui ont fait que OKC a complètement dominé la match-up. Ça peut être d'autres joueurs, hein. Ça peut être d'autres joueurs, un Caruso à step up, bon, après surtout les playoffs, mais voilà, ça peut être un joueur comme ça. Mais il va falloir du renfort de Shea, parce que tu peux très bien finir avec un Shea à 40 points, à 13 sur 25 au tir, 11 lancers francs, mais en fait, à côté de ça, t'as tellement rien que tu t'y retrouves pas, parce que eux, leur attaque collective aura dominé, quoi. Et c'est ça, moi, peut-être que je vais plus surveiller, que j'ai un petit peu plus peur, peut-être. Bah, c'est au plus global, ça va être la match-up de savoir quelle sera la deuxième meilleure option, j'ai envie de dire. Ou t'as un espèce de match dans le match entre Siakam et Jalen Williams. Ah, bon, sans manquer de respect à ce qu'a montré Jalen Williams sur la série face aux Wolves, Siakam me paraît quand même plus compétent parce que plus d'expérience et surtout plus régulier dans ses performances. C'est le meilleur joueur d'Indiana sur la finale de conférence, apparemment. Pour moi, ça se débat. Je trouve que Siakam a été plus régulier dans ses performances. Après, les pics d'Haliburton sont beaucoup plus hauts que les pics de Siakam, mais les bas d'Haliburton sont plus bas que les bas de Siakam. Après, le truc qu'on peut peut-être considérer, c'est que Shea sera sûrement 1. Tu peux avoir Haliburton. Oh, si Shea pas 1, ça va être très compliqué. Voilà. Mais tu peux avoir Haliburton et Siakam 2-3. Mais par contre, tu peux avoir 4, 5, 6, je dis n'importe quoi, ok si. Et dans ce cas-là, tu peux bien t'en sortir, je pense. Mais par contre, si t'es à 1 Shea, 2-3 Siakam, 2-3, 4. 2-3, voire 4, ou alors 5-6 Indiana, tu vas... Oulala. Oui, ça va être... Mais de toute façon, je pense que, encore une fois, sans manquer de respect à Haliburton, qui est un border top 10, top 15 NBA, bon, chez Gilgeous Alexander, il doit être top 1 large. Doit être top 1 large, franchement. Il doit nous faire, tiens, ça m'a fait penser justement à la dernière fois que les Pacers étaient en finale NBA. Il y a 4-2, mais c'est face aux Lakers, il est genre en 36-17. Bah, faut que Shea, il me fasse un 36-17, mais de guard, quoi. Je dis pas 17 rebonds, mais un équivalent de domination, tu vois, c'est, mis à 36-17 en passe décisive, Non, non, mais tu vois, un truc où c'est vraiment domination. Donc je sais pas, c'est peut-être genre un 39-7, tu vois, une connerie
connerie dans le genre, ou à 39-8, j'en sais rien. De toute façon, ça va jouer vite, donc potentiellement, il va pouvoir scorer. Mais on a vu, la série face à Minnesota, c'était un petit peu la série du playmaking de Shai Gilgeous-Alexander. C'était vraiment Shai Gilgeous-Alexander à son apogée en termes de playmaking. Est-ce que, justement, face à une défense qui va être peut-être moins agressif sur lui que ce qu'a pu être Minnesota, quoique Minnesota n'était pas non plus hyper agressif sur lui. Est-ce que le playmaking va encore fonctionner? Tu vois, c'est la question que je me pose. Parce que tu dois plus scorer, plus tirer, ouais. Ouais. Quel sera, on va dire, l'état d'esprit de Shai Gilgeous-Alexander sur le début de la série? Est-ce qu'il sera dans l'optique, je fais que scorer, comme on l'a vu sur le Game 1 face aux Wolves, ou est-ce que je suis dans l'optique, je sers mes coéquipiers, comme on a vu chez sur le Game 5 face aux Wolves? Tu vois, je suis curieux de voir cette approche qu'il va avoir. Pour moi, il doit scorer, il doit cartonner la défense. Tu dois continuer de marquer à partir du moment où il trouve pas de solution pour te défendre. C'est un peu ce qu'avait fait Giannis. Bon, Giannis, il le fait par défaut parce que les coéquipiers mettaient pas dedans. Mais c'est un peu ce qu'avait fait Donovan Mitchell aussi parce que les coéquipiers mettaient pas dedans. Mais tu dois être dominant. Et vraiment, le clair 1, ça doit être chez Gilgeous-Alexander qui doit absolument dominer au scoring parce qu'il l'a déjà fait. Hein. Tu parlais du match face à Indiana, remporté à Indiana. Bon, il y avait pas de Chet et c'était fin décembre. Voilà, c'était pas le même Indiana, on va être très honnête, mais il avait cartonné, il avait mis 45 points, il avait été absolument monstrueux. Et puis voilà, je trouve que au niveau de l'attaque, ouais, ça va être comment un petit peu essayer de faire bouger cette défense qui, malgré tout, je trouve qu'elle a certains aspects sur lesquels tu peux potentiellement appuyer, notamment au niveau du drive, notamment sur leur capacité, enfin leur tendance à provoquer beaucoup de lancers francs. On a vu que Chet avait été très bon sur la série face aux Wolves pour provoquer des lancers francs, J-Dub un peu sur la série face à Denver. Il y a des points sur lesquels tu peux appuyer, je trouve, beaucoup plus que Minnesota et finalement beaucoup plus en rétrospective que Denver. Tu peux dominer dans la raquette encore plus, je pense. Quand tu vois ce que tu as fait à Minnesota, je pense que tu peux aller dedans. Après, il y a un truc aussi à prendre en compte. On a dit un peu à demi-mot que Hartenstein serait moins présent et on reparlera des rotations. Le rebond. Il y a le rebond off déjà, voilà, et le rebond def, mais aussi lui, il crée des décalages, quoi. Alors il y aura des moments, il sera tout seul sur le terrain, il y aura pas de Chet, et il aura la balle peut-être avec un Joe et l'autre. Mais si tu l'as moins longtemps, t'as moins de grosses postes d'écran. T'as moins de... Bon, son passing, on l'a un peu perdu en playoff parce que ça défend un peu plus. Mais t'as quand même moins de choses, t'as moins de flotteurs, t'as pas ces petits flotteurs, t'as pas ces rebonds off, t'as pas... voilà, tu perds un peu d'impact offensif quand même aussi, qui est pas négligeable et qui est, pour le coup, il y a des fois que lui qui peut l'apporter sur certains matchs. Le rebond off, on a vu sur la fin de série contre les Wolves que tu pouvais le jouer via tes ailiers qui couraient depuis les corners, etc. Mais il y a des fois, tu avais juste besoin d'un gros dessous qui pousse tout le monde et qui va chercher une faute ou un rebond. Et tu as besoin des fois d'avoir des gros écrans pour retarder un Neymar qui, par exemple, pourrait être peut-être très près de chez, comme il est plus petit. Mais par contre, si tu crées un décalage, après, il revient jamais en course, en fait, défensivement, quoi. Donc, il y aura peut-être un peu ça aussi à gérer. Trouver quand même du mouvement et du jeu offensif. Bon, on l'a vu beaucoup avec Chet et J-Dub contre Minnesota, mais il faudra le conserver, ça. Oui, je suis d'accord. Et puis tu as un autre point qui va être un énorme challenge pour OKC, même si je trouve que ce point-là est un petit peu surévalué, en tout cas qu'on sous-estime la capacité d'OKC sur l'attaque de demi-terrain. C'est que Indiana, bon, c'est la meilleure équipe en attaque sur le jeu de transition, mais c'est aussi la meilleure défense de très loin sur le jeu de transition sur ces playoffs 2025. C'est une équipe qui ne laisse absolument rien en transition défensive. Ils sont très bons pour se replier. Ça explique aussi pourquoi c'est une des pires équipes en termes de rebond offensif, parce que il y a globalement assez peu de joueurs qui vont jouer le rebond offensif. Hein. C'est la pire équipe au rebond offensif de tous ces playoffs. Donc ils ont fait la strat, eux ils font la strat, on joue même pas le rebond pour retarder, on replie, on s'en fout. Oui, c'est ça, on fait du repli. Par contre, de l'autre côté, les gars, vous vous projetez directement, ce qui font que parfois, quand t'as 4 joueurs qui se projettent déjà en contre-attaque alors que le rebond il est pas encore pris, tu peux te faire ouvrir, ce qui est un peu arrivé sur le match sur la série face au Knicks, face à Mitchell Robinson, même si OKC n'a pas un joueur du calibre de Mitchell Robinson au rebond offensif, et il y en a peu dans la NBA actuelle qui sont aussi bons que Mitchell Robinson au rebond off. Mais il va falloir challenger un petit peu cette défense de transition parce que le Thunder, justement, aime bien un petit peu déclencher son attaque grâce au jeu de transition, ou parfois, même si tu vas pas jouer énormément de transition, le fait d'en jouer une ou deux peut ensuite débloquer l'attaque sur demi-terrain. Après, les transitions que joue OKC, c'est souvent des pick six ou des 2 contre 1. C'est après des turnovers. Tu vois, et du coup, c'est souvent des turnovers, après, j'ai envie de dire, où tu te retrouves en surnombre directement. Et ça, pour le coup, c'est des transitions qui sont dures à défendre. Tu vois, c'est pas de la transition après rebond où tu as déjà un début de défense qui se replace. Donc ça pourra jouer aussi. C'est dans ton régime de transition ou par quoi tu l'obtiens.
quand tu l'obtiens parce que Cason Wallace t'a pris la balle dans les mains et que tu te retrouves avec un 2 contre 0, 2 contre 1, tu peux replier comme tu veux. Normalement, c'est 2 points, quoi. Tu vois, ça, c'est un peu indépendant de la défense. Par contre, oui, si tu joues beaucoup de transitions après rebond, c'est là où, effectivement, Indiana, je pense, est très solide pour te stopper ça et t'annihiler ça complètement, quoi. Et ça, ok, si, est-ce qu'ils le jouent moins ou est-ce qu'ils vont... Je sais pas, tu vois. Tu ralentis plus le jeu après rebond def, parce que c'est souvent Shea qui Oui, récupère la balle et Shea se oui. projette pas comme un gros taré en Tu vois, transition. ouais, alors après, je dis pas qu'Indiana va nous laisser plein de transitions qu'on va en avoir, parce qu'on faudra provoquer les turnovers, etc. Mais j'ai l'impression que tu peux quand même réussir à jouer, c'est un peu, des fois ces petits 4-0, comme tu l'as dit, où tu mets un panier, tu regagnes tout de suite la balle presque, tu remets 2 points et t'as lancé un peu la machine, quoi. Oui. Ouais. Mais de l'autre côté, aussi falloir défendre sur le repli défensif parce Par que contre, eux, ça, oui. ils encaissent un panier et ils jouent une transition comme si ils venaient d'intercepter la balle et que c'était un pick six quoi. Puis Donc c'est tout le monde, hein. oui. Voilà, si t'as tendance un peu tu viens de tirer à 3 points et tu regardes un peu ton tir descendre et tu restes un peu le bras en l'air, tu prends 2 points. Je pense ça joue vite la carotte ou à l'opposé, ça court Mhm. vite aussi. Eux, ils vont pas se poser la question de relancer après un rebond ou un panier encaissé, ça va vite enchaîner. Ouais. Oui, et puis là aussi, c'est le collectif qui fait ça. Il n'y a pas un seul Ouais. joueur, c'est pas juste Haliburton, c'est tout le monde qui est capable de le faire. Donc la défense de transition va être très importante puisque bah, Indiana, ça fait 2 années de suite que c'est la meilleure attaque de transition en playoff. OKC était la meilleure défense de transition sur la saison régulière, un peu moins sur les playoffs, c'était un peu moins bien. Et puis de l'autre côté, bah, justement, tu affrontes la meilleure défense sur transition aussi parce que bah, elle perd peu de ballons. Donc comme tu l'as dit, tu prends de la transition sur des rebonds défensifs pour l'adversaire ou sur des tirs manqués. Et comme en plus de ça, il loupe pas beaucoup de tirs, eh ben, finalement, tu as assez peu de transitions à défendre. Mais ouais, je pense que il y a ça. Il y a un autre point que je vais trouver intéressant, c'est que, bon, si on part du principe qu'Hartenstein va pas beaucoup jouer, tu as quand même un déficit de taille sur le backcourt qui est important, moi, je trouve. Puisque Indiana Sur peut le front de toujours, court, tu veux sur dire. le front de court, pardon, sur le front de court, excusez-moi. Tu as quand même un déficit de taille sur le front de court, du coup, qui est assez important, puisque Indiana joue toujours avec un intérieur, en gros, avec un 5, même, il joue même toujours avec quasi un 4-5 assez grand. Puisque tu as des moments où tu vas avoir Obi Toppin et Thomas Bryant, tu as des moments où tu vas avoir Obi Toppin et Tony Bradley, tu vas avoir des moments où tu vas avoir Jarvis Walker, bon là il a l'air de s'être blessé, mais encore un 4 volumineux dont on connaît un petit peu pour en avoir parlé au moment de la draft. Ouais. Et puis quand ils jouent avec leur starting five, c'est Miles Turner et Pascal Siakam, donc c'est assez grand tout ça. Hein. Alors du côté de Minnesota, ils jouaient souvent grand, mais à partir du moment où tu avais Nasrid, c'était plus un ailier qu'un intérieur. Là, pour le coup, tu as 2 vrais intérieurs, ou en tout cas qui sont larges, qui prennent beaucoup de place et qui te ramènent dans une configuration qui est plus semblable à celle que tu as eue face à Denver. Et du coup, moi, je m'interroge sur Mm. la capacité, notamment d'un Jalen Williams, qui avait su énormément profiter d'un Nasrid, mais d'autres profils pour se créer des espaces. Est-ce que face à un profil type Obi Toppin, Obi Toppin n'est pas un très bon défenseur, mais sur des profils un peu plus grands, un peu plus gros, un peu plus lourds, est-ce qu'il va être capable d'accéder au même spot qu'il avait eu sur la série face à Denver? On en revient sur, pour moi, qui sera ta deuxième meilleure option, quoi. C'est que d'un côté, t'en as un qui va devoir défendre sur le post-up de l'autre, et puis de l'autre côté, t'en as sûrement un qui va devoir aussi défendre sur les drives, en tout cas sur le dribble de l'autre. Donc, ouais, à partir du moment où tu passes petit, je trouve que tu seras toujours plus grand, plus physique sur le backcourt, mais sur le front de court, tu as quand même une différence que je trouve importante et à noter. Ouais, après, ça veut dire, surtout là, avec les joueurs que tu as cités, leur rotation intérieure, poste 4, t'es plus dynamique, t'es plus vif, t'as cet avantage-là. Est-ce qu'un J2 préfère être défendu par un joueur plus petit ou plus grand qui peut passer? Je sais pas encore. J'ai pas la réponse encore. J'ai l'impression, je pense pas qu'en ait une pour l'instant. Même pour un chat, je peux. Alors, j'en parlerai Ça sur mon dépend joueur du clé. chat. Ça dépend du chat, voilà. Il y a des fois où on l'a vu très agressif face à un Gobert, très agressif face à un Jokic où c'était pertinent. Et des fois c'était le contraire, et des fois sur un petit ça allait, des fois ça allait pas. Voilà, j'ai pas de réponse non plus. Mais effectivement, ouais, quand tu auras pas Hartenstein, alors avec Hartenstein, je trouve que du coup on est beaucoup plus équipé physiquement et pour le coup on est plus grand et plus physique, tout voilà. Et quand tu n'as pas Hartenstein, quand tu vas jouer avec Caruso, à part s'il y a peut-être Kenrich et encore, effectivement tu te retrouves petit, potentiellement plus intense, plus agressif, mais beaucoup plus petit et voilà, il va falloir résister à l'impact physique comme ça peut être le cas face à Denver. Hein. Minnesota a vite tombé dans le jouer petit pour le coup, je trouve, donc on n'a pas Mm. trop vu de pur avantage physique, mais ouais, je suis d'accord avec toi qu'il va falloir prouver physiquement
que tu peux tenir sans Hartenstein, et encore que, ça se trouve, il va jouer, hein. Nous, on dit ça, mais ça se trouve... Il jouera pas 30 minutes, je pense. Hein. Ouais, après, c'est comme tout, nous, on part d'un principe que l'équilibre entre il va être en difficulté en défense et ce qu'il va apporter en attaque, etc., et même défensivement, ça sera pas tenable sur des longues minutes à côté de Chet. Mais ça se trouve que ça sera la série où ça va cliquer et qu'en fait, on se trompera sur cet équilibre-là, quoi. Si on se trompe, tant mieux, parce que si on Oui. se trompe, ça veut dire que l'issue va être globalement très positive pour le Ah, mais Thunder. Mais on va dire que l'évolution des minutes d'Hartenstein vont pas dans ce non, sens-là, quoi. temps à diminuer. Ouais, et puis, mais tu vois, c'est déjà arrivé qu'on se trompe comme sur Jokic où on Oui, disait oui, on pouvait pas oui. jouer sans un grand et en fait la solution c'était de mettre Caruso sur lui, quoi. Donc Ouais, en même c'est, temps, c'est- c'était encore mieux qu'un grand, tu vois. ouais, c'était. Non, mais tu vois, alors on a je trouve qu'on a des avis et surtout là, je pense qu'il est assez pertinent et ça semble quand même se diriger dans là-dedans. Mais ça se trouve l'équilibre va tomber de l'autre côté et donc voilà, ça se passera bien. Mais ouais, va falloir être solide, quoi, défense. Je pense que le challenge, encore une fois, il est défensif plus qu'offensif, là, sur cette finale pour OKC. Voilà, vraiment. Et même pour Indiana, le challenge, c'est ce côté-là du terrain. Si tu arrives à imposer ton attaque, ils savent qu'ils seront en bonne position. S'ils n'arrivent pas, ils savent qu'ils sont potentiellement en difficulté. Ça va vraiment être ça qui va déterminer pour moi la série. Pas tant qu'OKC va scorer ou non, parce qu'on l'a vu que c'est important, mais ça l'est moins que si tu arrives à dominer défensivement et à rien laisser, quoi. Ah non, bah de toute façon, si la série, enfin si le match commence à dépasser les 115 points, les 120 points marqués de moyenne, tu peux donner un petit avantage à Indiana pour remporter le match. Par contre, si le match il commence à ne pas dépasser les 110 ou les 105, OKC a peut-être un petit avantage pour remporter ce match aussi. Disons que OKC est capable, on l'a vu hein, sur le match 4 face à Minnesota, de se livrer dans une performance où c'est full Mm. adresse, vas-y, full scoring. Va falloir quand même des circonstances favorables, notamment en termes d'adresse à 3 points et d'auto-création de ta deuxième et ta troisième option pour pouvoir y parvenir. Par contre, t'as pas envie non plus que toute la série ne soit que un concours de high scoring en disant on va voir qui c'est qui marque le plus, comme ce que t'avais pu avoir sur les deux affrontements de saison régulière où t'en as un, ça doit se terminer à 120, 114 et l'autre, ça doit se terminer genre à 137, 112 ou une connerie dans le genre, quoi. Donc, Ouais. Un match plus un low d'attaque, ouais, scoring. je pense que t'es plus favorisé si, encore une fois, ouais, t'es un match défensif, tu t'approches des 100 points et pas des 120 ou des 130, quoi, parce que sinon ça va être chaud, Ouais. Après, pour voilà, tenir le rythme. pour moi, c'est le seul truc, le seul facteur, tu vois, où je mettrais un petit voilà, c'est que faut pas non plus complètement sous-estimer l'attaque du Thunder en pensant qu'OKC ne peut remporter que des matchs défensifs. C'est Ouais. pas l'attaque du Magic, c'est pas l'attaque des Pistons. C'est quand même une attaque qui est top 4, comme je l'ai dit sur cette campagne de playoff. C'est une attaque qui est top 4 sur le jeu de mi-terrain, sur l'attaque de mi-terrain. Enfin, c'est pas non plus une tanche complète, quoi. Sans être adroit, donc si l'adresse par miracle revient un peu, tu Ah bah deviens. si c'est la théorie du ketchup, ou si c'est genre ça tombe une fois dedans et puis après il y a tout qui finit par tomber dedans, ah là l'attaque du Thunder, bon courage pour la stopper. Hein. C'est de toute façon Hmm. les seuls matchs où l'attaque du Thunder a mis dedans, c'est des matchs où l'attaque est injouable et c'est souvent des matchs où OKC met des raclés. Donc Mais mais bon 50, 40, ouais. voilà. Et par contre faut que cette adresse elle soit là et pour le coup bon ni toi ni moi n'y croyons spécialement. Pas trop, pas trop, pas Mm. trop. Nos joueurs clés, peut-être avant de faire les rotations. Bon, je vais commencer parce que j'en ai beaucoup parlé. Pour moi, c'est Chet. Ben déjà, parce qu'on l'a dit, Hartenstein risque de moins jouer et je pense qu'il va être du coup déjà très responsabilisé défensivement en protection de cercle, au rebond, etc. Mais j'ai ce sentiment-là aussi qu'il va être challengé un peu par les Pacers dans la mise en mouvement, dans les déplacements, dans tout ça, voilà. Il pourra pas se contenter de rester un peu dans la raquette et de protéger le cercle. Il va devoir ressortir, il va devoir faire des close-out, il va devoir se déplacer latéralement, il va devoir passer à travers des écrans. Donc il va avoir du boulot qui sera vraiment différent de ce qu'il a pu faire, je pense, que sur ce début de playoff, où tu lui demandais soit d'être en roamer, de protéger la raquette face à un Jokic. Là, contre Minnesota, il était souvent unique pivot, mais tu avais vraiment une guerre sous cercle, souvent avec leur grand qui restait sur le terrain. Là, il va falloir défendre au large, il va falloir défendre différemment. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il va être déterminant. Au-delà de l'aspect offensif, on l'a toujours dit, quand Chet met dedans ou avec J-Dub, ça change tout pour OKC. Défensivement, il va être, je pense, testé. Du coup, face à cette équipe de Indiana, comme on l'a dit, qui est très pertinente sur cet aspect de ce côté du terrain. Et tu l'as mentionné, j'avais mis Shai juste off-ball, qui va devoir brancher, tout connecter, tout ce qu'il y a dans son cerveau pour pas s'oublier, comme il a pu le faire des fois, effectivement.
Oui, surtout que tu parlais de Chet qui allait être testé défensivement. On l'a pas vu cette année face aux Pacers en plus. Ouais. Puisqu'il a joué aucun des deux matchs. Donc ça va être un saut complet dans l'inconnu. Et effectivement, je pense que si on regarde en termes de miles parcourus, ça risque d'être la série où Chet il va le plus bouger effectivement depuis le début des playoffs. Hein, parce que bon, Denver, globalement, tu restes sur Jokic et puis tu bouges pas. Puis Minnesota, bon, t'as Gobert qui traîne pas très loin, donc globalement, tu bouges pas trop non plus, Et quoi. tu laissais tirer dans les corners, donc de toute Ouais, en façon. plus, donc tu faisais même pas les close-out. Donc ouais, là pour le coup, ça va pas être le cas. On avait vu Minnesota et même un petit peu Denver qui essayait de jouer un petit peu de Chet au large, qui essayait de le faire sortir. Bon, c'était Jamal Murray, c'était Anthony Edwards. Là avec Tyrese Haliburton, c'est quand même pas le même joueur en termes de capacité de lecture. Peut-être qu'en pur un contrat, il va être moins fort pour faire sortir Chet de ses spots et pour le mettre un petit peu dans une mauvaise posture. Avec son passing, il va peut-être être devoir meilleur sur les lectures, sur la recovery, sur ce genre de choses. Donc oui, défensivement, il va être très important. Et puis, tu peux avoir certaines actions où c'est lui qui va devoir assurer, vu qu'il sera seul pivot, c'est lui qui va devoir assurer le rebond offensif ou défensif, du coup, face à Miles Turner. Peut-être que tu as certaines actions où ils vont le lâcher en défendre sur le post-up de Siakam. Tu as des actions où Andrew Nembhard, il aime bien faire un peu à chez Gilgeous-Alexander, où il aime bien faire un petit stop à mi-distance et puis pull-up. Je pense qu'il y a moyen qu'ils essayent de sanctionner si Chet il décide de jouer un peu trop loin son drop. Enfin, il va être challengé parce que ça va être du petit et que ta seule encre défensive entre guillemets, en tout cas en termes de protection de cercle, ça va être Chet. Donc ouais, il va défendre je pense que Indiana va essayer de le mettre dans tout plein de types de couvertures différentes, va surtout essayer de l'éloigner au cercle, d'éloigner du cercle pour que ce soit un non-facteur en termes de protection de cercle et que les autres derrière, comme tu as pu Hartenstein, ta protection de cercle elle va être un peu moins forte. Et puis comme des joueurs type Shai Gilgeous-Alexander, type Jalen Williams sont pas toujours les meilleurs joueurs au rebond défensif, potentiellement essayer d'en attraper quelques-uns. Donc ouais, ça va être un truc où il va être testé et dans lequel on plonge complètement dans l'inconnu puisqu'on l'a pas vu sur cette saison régulière. Non, puis ouais, quand il était sur McDaniels contre Minnesota, McDaniels se jouait à chaque fois et ça n'a pas toujours été très bon pour Chet. Bon, sauf la dernière action. Sauf la dernière action du match du 5. 4. Oui, du 4, pas du 5. Non, c'est du 4, ouais, t'as raison, c'est du 4. Voilà, et disons que tu as plus envie de le voir faire des grands close-out dans le corner ou à 45 et de devoir défendre potentiellement un redrive que qui t'attendent sous le cercle, quoi. Et je pense que Indiana, avec le 5-out et tous les joueurs un peu capables de faire ça, ben, ils vont essayer de te chercher ça. Alors, tu vas forcément le mettre sur Turner, Chet, je pense. Mais Turner aussi, dans les déplacements off-ball, sur pick and pop, pour trouver des tirs ouverts à 3 points, il évolue bien dans cette attaque d'Indiana. Donc, et puis va pas à falloir être distance, il statique. plante cette année. Ouais. Il va pas falloir être statique, pas être dans la surette comme on a pu voir pas mal de fois pour Chet aussi, je pense. Donc non, il va être testé. Ça va être intéressant de voir s'il est capable de s'adapter à ça, ouais. Oui, et ça se trouve, Hartenstein va jouer 35 minutes et en fait, on aura pas besoin. Non, je pense pas, mais voilà. S'il joue 35 minutes, soit ça veut dire que offensivement t'es trop en galère, donc il t'es est en obligé de le 20-20 mettre. avec Voilà. 15 rebonds off. Là, il fait comme chaque 2000, il fait 36-17. Mais non, mais Chet, oui, il va être testé. Il y a un point sur lequel il peut potentiellement sanctionner, mais ça va dépendre aussi beaucoup des autres, c'est sur la verticalité de l'autre côté du terrain. Parce qu'on l'a vu, il fait beaucoup de... À partir du moment où t'as plus Hartenstein, t'as plus les flotteurs, donc déjà tu perds, allez, 6-7 points là dans le premier quart-temps, là, ou 6 ou 8 points dans le premier quart-temps en première mi-temps, et puis surtout, sur la fin de série face à Minnesota, c'était une menace sur l'op, quoi. Parce qu'à partir du moment où t'avais le défenseur qui jouait un petit peu trop de drop, du côté de Miles Turner, enfin du côté de Gobert, quand Gobert était pas trop bien placé sur le drop, soit chez Gilgeous-Alexander il sanctionnait à mi-distance, soit il t'envoyait un lob pour Chet. Et justement, je me demande si Chet peut pas être cette menace de verticalité sur beaucoup de défenseurs. Parce que finalement, Miles Turner est un bon protecteur de cercle, mais en dehors de Miles Turner, ouais, t'as des profils assez verticaux, type Obi Toppin, type, encore une fois, Tony Bradley ou type Thomas Bryant, mais c'est pas les profils les plus mobiles. Donc potentiellement, avoir cette arme du pick and roll entre Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren où tu essayes de cibler un intérieur, et comme l'intérieur il va pas toujours être bien positionné, soit Shai est capable de sanctionner sur le mi-distance ou sur du drive, hein, en arrivant à lancer pour provoquer la faute, soit Chet qui est une menace verticale, puisque théoriquement, à partir du moment où tu n'as plus Hartenstein, il sera plus proche du cercle. Je pense que sur pick and roll, même avec un J-Dub, Chet et tout, tu peux leur faire très mal. Tu peux beaucoup les sanctionner, mais parce que t'as deux joueurs qui sont capables de scorer presque à 3 niveaux quand ils sont en forme, et t'as la menace et verticale et de tir quand t'as Chet, donc je pense que tu peux leur faire très mal et que
ils ont eu Bronson Towns, mais t'as pas eu de dynamique comme celle d'OKC sur ce pick and roll là ou sur l'exploitation de tout ça, je pense. Tu vois. Il y a eu Mitchell, Jarrett Allen, Vitoff. Ouais, ouais. Vitoff. Mais je pense que ça peut être une arme, ouais, ça peut être une arme assez intéressante. Ton joueur clé, toi, du coup? Jalen Williams. Ouais. Jalen Williams. Je suis obligé. C'est la bataille des secondes options. Déjà, je pense que c'est lui qui va défendre le post-up de Siakam. En tout cas, c'est lui qui va être le préposé à défendre sur Pascal Siakam à partir du moment où... Non, quand le match débute, peut-être pas, parce que Hartenstein restera dans le starting five. Donc, il sera peut-être pas préposé directement à défendre sur Siakam. Mais non, sinon, dès que tu passes petit, c'est lui. Et puis, voilà, je l'ai évoqué sur l'autocréation. Si on a le Jalen Williams en autocréation de la série face à Minnesota, l'attaque du Thunder va bien tourner. Si on a le Jalen Williams en autocréation des matchs 1, 4, 6 face à Denver, ça va pas être pareil. Donc si tu te lances dans un match d'attaque, tu as surtout envie que Jalen Williams y soit en forme. Mais j'ai envie de dire, face à cette attaque d'Indiana que tu pourras quand même stopper jusqu'à une certaine mesure, tu as besoin d'un apport de points. Et ça revient à ce que tu avais évoqué sur Shea en disant que tu peux pas avoir Shea à 40 points et personne derrière. Et ben, je trouve que, justement, Jalen Williams, il doit confirmer ce qu'il a montré sur la série face à Minnesota. Il doit être déjà le dépositaire de la seconde unit, puisque au niveau des rotations, il va se retrouver avec beaucoup de line-up, je pense, avec du banc, puisque, à mon avis, ça va s'élargir au niveau des rotations. Beaucoup de line-up avec le banc et beaucoup de line-up face à du banc du côté d'Indiana. Donc voilà, il va devoir dominer. Et puis, surtout, que ce soit que tu mettes Nesmith ou que tu mettes Nembhard sur Shea, il va se retrouver avec un avantage de taille ou alors avec un avantage de mobilité si jamais les Pacers décident de mettre Siakam. Donc moi je trouve que c'est une série où il doit confirmer ce qu'il a montré en termes d'autocréation. Il doit continuer de jouer à son rythme, il doit continuer de jouer dans ses spots. S'il le fait pas, eh ben, ça va être très difficile du côté d'OKC pour continuer de matcher le scoring des Pacers. Et défensivement, bah, c'est lui ton couteau suisse, c'est lui qui permet d'avoir une polyvalence défensive folle. Donc tu as des moments où je suis pas surpris s'il défend sur Tyrese Haliburton et tu as des moments où je suis pas surpris s'il défend sur Pascal Siakam. Donc à partir du moment où tu passes petit, c'est lui un petit peu ton couteau suisse associé avec Caruso aussi qui est un couteau suisse formidable. Mais il doit aussi montrer sur cette série que il est all defensif, pas que en défendant sur des grands, juste parce que défensivement, il peut te défendre Nembhard, il peut te défendre Haliburton, il peut te défendre tous les types de profils offensifs des Pacers. Ouais, il y a deux trucs. C'est déjà si c'est le deuxième meilleur joueur de la série ou le troisième, on va dire, t'as gagné. Enfin, Ouais, franchement, mais effectivement, dans cette autocréation, dans le scoring, mais même en spot-up, même sur des cuts, même en pick and roll, puis tu l'as dit, même dans la guerre des bancs, qui du coup va être assez intense, je pense, avec deux équipes qui jouent en nombre. Peut-être que tu auras d'autres apports que tu n'avais pas avant, comme un Wiggins, il pourra peut-être un peu plus s'exprimer, un Joe aussi et tout, mais c'est lui qui va avoir la balle en main, donc ça va être à lui encore une fois de prouver les progrès qu'on a entrevus là depuis quand même 6 matchs, on va dire. Et après, défensivement, au-delà de ce que tu as pu dire sur la création de turnover, sur défendre tout le monde, etc., est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu es en galère face à leur attaque, c'est trop mobile, etc., et tu prends le parti de ressortir le ultra small ball avec Kenrich en 5 ou Caruso en 5, et dans ce cas-là, lui, on l'a déjà vu, hein, mais c'est même plus vital, c'est que c'est ton cœur et ton poumon en même temps. C'est ton assurance vie, là. Ça tient pas, quoi. Voilà. Tu vois, est-ce que ça serait pas, tu vois, où t'as pas de solution, Chet n'arrive pas à défendre au large, Hartenstein c'est pas une solution parce que c'est pire. Et là, tu te dis, je prends le parti d'être ultra dynamique, nous aussi de jouer en 5 out, et par contre, on switch surtout, on défend ultra agressivement. Ça me surprendrait pas qu'on l'ait au moins un match où on le tente, quoi. Si t'es en difficulté, si tu domines, bon, voilà. Mais un match où t'es un peu moins bien, allez, tu vois. Et rappelle-toi le match qu'OKC remporte au mois de mars, là où Chet est pas là et où Hartenstein sort à la mi-temps. OKC nous envoie un troisième carton où c'est full small ball et tu leur mets une raclée parce que tu cours plus qu'eux et t'es encore plus mobile qu'eux. Et c'est d'ailleurs après ce match que Rick Carlisle avait dit que c'était la meilleure équipe du monde. Tu vois, je trouve ça intéressant aussi les déclarations qui dit c'est la meilleure équipe du monde. Tu vois, bref. J'en parlerai après quand on fera le prono. Mais non, mais oui. Non, mais oui, c'est forcément, c'est génial. Super, allez, merci à tous. Allez, non, mais blague à part, c'est un joueur. Je suis pas surpris si tu passes en 5. De toute façon, ça peut peut-être amener au niveau des rotations, mais
Bon, on présage qu'Hartenstein va pas beaucoup jouer de la série. Parce que Hartenstein, on a parlé du fait qu'il avait galéré face à Indiana sur les 2 matchs cette saison. L'an dernier, sur la série où il joue déjà Indiana face aux Knicks, il avait aussi galéré. Ça n'avait pas été simple du tout pour lui. Donc il a un petit peu de passif lui aussi en termes de jeu galère face aux Pacers. Tu peux tester du Jalen Williams au poste 5 et je pense qu'il sera testé parce que même face à Minnesota au poste 5 il a été testé. Donc à partir de là, tu vas le Ouais. faire aussi face à Indiana. Et Enfin, puis il t'avais suffit. Kenrich, mais ouais. Ouais, mais si tu passes en 5 petits, de toute façon, moi j'estime que t'as Kenrich, quoi. Tu Ou vas pas non Caruso. plus. Tu peux faire. Bon, t'as les trois, hein, je pense en vrai. Souvent, oui, oui, maintenant t'as les trois. Parce que Tu vas Caruso joue avoir les plus, avant trois. c'est qu'il jouait pas, ouais. Voilà, Mm. tu vas avoir chez Kayson Wallace ou tu vas avoir chez Ludor, tu peux avoir ce type de profil-là. Mais je pense que c'est une série où OKC peut tourner à 9, 10. Il y a encore 10. Pour moi, la variété des profils d'Indiana permet de refaire jouer Isaiah Joe. Parce que tu peux le mettre sur McConnell, parce que tu peux potentiellement le cacher sur certains profils. Ça permet de refaire jouer Kenrich Williams, parce que, bon, pour le coup, Jeline, merci pour tout, mais alors c'est Ah, là, encore c'est moins une fini, là. série pour toi, hein. C'est encore moins une série pour toi que Minnesota, parce que là, sinon, ça va être une catastrophe. Et Kenrich, tu peux le remettre en poste 4. Tu vois, s'il faut défendre certaines possessions face à Siakam, je suis pas surpris si t'as un 4 Kenrich et un 5 Chet, tu vois, où t'as une raquette où c'est les deux qui sont associés ensemble. Je sais même pas si on a vu ça sur la campagne de playoff. On n'a pas dû beaucoup l'avoir pour être très honnête, mais je suis pas surpris si t'as ça. Et puis voilà, Aaron Wiggins va re-rentrer dans la rotation parce que tu auras peut-être besoin d'attaque. Enfin, je pense, je suis vraiment pas surpris si OKC tourne à 10 sur ces finales-là, quoi. Ouais, c'est ça, tourne à 10 avec Joe, Kayson, Caruso, Kenrich et Wiggins. Et de l'autre côté, j'ai envie de dire qu'au niveau des minutes Hartenstein, tu le mets à partir du moment où il n'y a pas Miles Turner. À partir du moment où il y a Thomas Bryant, à partir du moment où il y a Ouais, Tony Bradley. Bradley, à partir du moment où il y a Obi Toppin, tu le mets quand il n'y a pas Miles Turner et quand il a un peu, ou quand il y a TJ McConnell, quand le 5-out des Pacers est moins important. Et ça fait que bah il joue 17-18 minutes. En gros, il va jouer potentiellement les minutes où au lieu que ce soit Chet qui sorte au bout de 3 minutes, c'est Hartenstein qui sort au bout de 3 minutes. Et puis début de deuxième quart-temps, quand t'as pas Miles Turner et que t'as Tony Bradley, etc. Et ben c'est Hartenstein qui est là. Du coup, tu gardes le jeu à deux entre Hartenstein et J-Dub, où les deux marchent bien sur l'ob, ont une bonne relation entre les deux. Tu peux faciliter un peu plus l'autocréation de J-Dub avec de la pause d'écran. Tu peux un peu plus sanctionner sur le rebond off. Voilà. Bon, peut-être que ce sera pas le cas, mais c'est comme ça que j'imagine les rotations sur la série. Ouais, je suis d'accord. Je pense que effectivement, tu as 10 joueurs susceptibles de jouer. Est-ce que tu auras les 10 à tous les matchs? Je sais pas. Mais je pense que À tu en voir. as 10 susceptibles de jouer en tout cas. Et on reverra sûrement un peu plus de Wiggins et de Joe qui avaient vite disparu parce que tu avais juste besoin de défendre en fait. Enfin, tu cherchais plus à défendre qu'à attaquer. Eux étaient en plus pas forcément dedans. T'avais pas eu beaucoup de zones des Wolves, mais ça, je suis pas sûr qu'Indiana en fasse beaucoup non plus. Donc voilà. Non. Après Hartenstein, le problème, c'est que je pense qu'il va starter. Oui. Tu vas pas le changer maintenant. Donc déjà, tes premières minutes ne sont pas comme tu espères, elles seront face au five out. Et après, je trouve ça quand même pertinent de le faire starter parce que Caruso est trop fort et Casson aussi en sortant de banc. Je trouve que alors peut-être qu'en jouant dans le 5 il serait aussi fort, mais je trouve qu'il Ouais, y a un parce que truc quand ils Caruso, arrivent. il start des Oui. finales NBA quand même, hein. Oui, non, mais à OKC, en tout cas, dans leur rôle, ils sont encore plus pertinents. Ils arrivent après quelques minutes quand déjà t'es un peu plus dans le jus et t'as l'autre qui arrive pour vraiment te sauter à la gorge, quoi, tu vois. Je sais pas quoi. Après, les deuxièmes mi-temps, on les a vus où des fois c'était pas Tenchan qui startait contre Minnesota, Non. hein. C'était juste histoire de dire au début. Aussi, je pense en test de Degnault, est-ce que ça marche les deux grands? Oui, là ça marche, bah je le garde un peu plus. Là ça marche pas, allez, je passe à autre chose. Il y avait un peu de ça aussi. Donc je pense que sur les premières minutes, on aura quand même Hartenstein, en tout cas au début, parce qu'on a vu que Degnault avait été un peu de temps souvent à changer son 5. On n'est pas à l'abri d'une surprise, mais ça pouvait mettre un peu de temps. Par contre, ouais, je crois pas trop en beaucoup de minutes. Mais je trouve que par contre, sur des ouais, où le 5-out est moins présent, il peut faire mal en fait. Si t'as un Bradley ou machin, il peut faire très mal, soit au rebond, soit sur pick and roll, soit dans la création. Et en 15 minutes, il peut te faire il peut, s'il a beaucoup de ballons et qu'il exploite à mort le pick and roll, il peut être à 8 points 6 rebonds en 15 minutes et t'as eu un gros impact en fait. Et on mettra dans les plus dans nos recaps quoi. Mais Mm. juste, il aura un rôle peut-être moins important. Effectivement, après, J. Will, c'est fini là. Tu peux pas être exposé. Là, c'est trop après.
Ouais, mais voilà, c'est pour moi retour de Kenrich dans la rotation. J'ai regardé Kenrich et Chet ont joué 10 minutes ensemble sur le parquet sur les playoffs. Donc vraiment, c'est rien du tout. Ils ont quasiment pas joué ensemble, mais Kenrich me semble quand même être plus ou moins approprié pour ce genre de match-up. Alors, faut juste que le Mm. dos tienne parce que pour le coup, il va devoir courir. Mais je trouve que, tu vois, il a cette capacité de, si jamais tu veux passer poste 5 ou si jamais tu veux mettre un J-Dub au poste 5, bah, c'est peut-être ce poste 4 que tu as envie de voir. Après, en termes de minutage, on peut aussi se poser la question de qui tu privilégies entre Caruso, Kayson et Lou Dort, tu vois. Parce qu'il y a le cas Hartenstein, mais il y a aussi le cas Lou Dort où on a vu que Caruso et Kayson, voilà, ça marchait quand même extrêmement bien à partir du moment où tu les mettais avec les quatre autres, ou même quand tu mettais les deux sur le parquet, hein, on va être très honnête. Est-ce que tu pars sur cette optique-là? Ça dépend de l'adresse de Lou Dort. J'ai Ouais. l'impression que Caruso et Kayson sont quand même un peu meilleurs pour défendre off-ball ou en tout cas pour défendre sur des joueurs à partir du moment où il y a de la pause d'écran que sur du pur 1v1. Tu vois, j'ai cette question-là aussi. Je pense que si je devais faire la rotation, après ça dépend de comment évolue la série, mais je crois que je l'avais déjà dit sur mes otages, Caruso et Kayson, selon moi, restent avec un temps de jeu plus élevé que celui de Lou Dort. Après, Lou Dort a fait deux, trois passages aussi assez importants au-delà du tir, tu sais, dans l'impact, etc. Mais Oui. là où je peux te rejoindre, c'est que t'as Liberton, mais t'as pas ce joueur héliocentrique, c'est un grand mot, mais vraiment usage très très élevé, qui joue vraiment tout seul et tout s'articule autour de lui. On l'a redit encore une fois, Liberton a un rôle prépondérant, mais et tout le monde est capable un peu de se créer des trucs à Indiana. Donc est-ce que tu as autant besoin de la sensu peut être Lou Dort sur un seul joueur? Ou est-ce que, comme tu l'as dit, tu as plus besoin d'off-ball? Bah, effectivement, c'est une bonne question. Après, Lou Dort, je pense, peut très bien être le premier joueur sur Liberton, le ralentir à mort, et être très concerné ensuite, même off-ball ou même au rebond, pour le coup, il peut être pertinent. Et même comme tu l'as dit, si tu fais une espèce de boîte ou de zone match-up ou ce que tu veux sur Liberton, c'est lui que tu mets dessus, quoi. Parce que Caruso, t'as envie de l'avoir ensuite dans le reste. Je pense que c'est lui Lui, qui est défense pertinent. Siakam. Allez, c'est bon, Ouais. allez, hop, réglé. Ouais, puis il peut te faire provoquer trois fautes à Turner sur du passage en force. Et ça peut être un facteur aussi. Hein, et donc, je l'enlèverai pas tout de suite, mais peut-être qu'au fil de la série, effectivement, comme on l'a vu, sur les autres séries, hein, peut-être que s'il répond pas à ce que tu veux, tu l'enlèves, quoi. Après, il y a des matchs, il a sauvé OKC, quoi. Oui, c'est toujours le même truc. oui, ouais, il y a des matchs où il a sauvé OKC, et il y en a d'autres où OKC serait quand même beaucoup plus facilité la tâche. Il Oui, avait mis à haut deux paniers je suis dedans, donc d'accord. tu vois, c'est ce point-là. Mais je sais pas, je trouve que vraiment l'association Caruso J-Dub en Fort, termes hein. de provocation de turnover, de polyvalence défensive est tellement bonne que c'est une match-up que tu as envie de voir. Après, si tu passes petit, bah potentiellement tu peux avoir les deux et tu peux avoir Lou Dort, quoi. Tu peux avoir J-Dub, Caruso, Shea, Chet et Lou Dort, quoi. Tu peux close avec ce truc-là. Ouais, full défense. Ouais. Et puis surtout, si tu as envie de garder de face à Liberton pour que vraiment Indiana attaque en 4 contre 4, limite, je préfère avoir Lou Dort qui garde à Oui, Liberton oui, de c'est ce que face je plutôt disais. que Ouais, ouais. Caruso. Ouais. Ah oui, carrément. On verra, on verra. Est-ce qu'on passe au prono? On a Et fait on le peut tour. passer au prono. Est-ce que Je OKC est commence. champion? Non, j'y vais. T'avais fait Vas-y. pour Minnesota, moi j'y vais. 4-3 OKC. Tendance 4-2. Retenez bien les tendances puisque à chaque fois qu'on a fait un pronostic, enfin à chaque fois que j'ai fait un pronostic sur une preview, c'était le tendance qui s'est réalisé. 4-3 OKC. Moi je pense. En fait, il y a deux scénarios. Soit c'est le scénario qu'on voit sur ces playoffs où OKC met pas un panier dedans, où Indiana rentre tout et la série se termine en 7, ou en tout cas la série dure très longtemps. Soit c'est la théorie, comme j'ai évoqué tout à l'heure, Hit 2023, où en fait les Pacers y reviennent à leur standard en termes d'efficacité à 3 points de saison régulière et la série est pliée en 5. La série c'est Thunder in 5, voire même Thunder in 4, hein. Pas très loin en tout cas. Je trouve quand même que c'est là où c'est toute mon interrogation sur cette attaque d'Indiana, c'est que c'est une attaque qui est très performante mais qui n'a pas rencontré une défense du niveau du Thunder. Et de l'autre côté, pour Indiana, enfin pour OKC, c'est une défense élite mais qui n'a pas rencontré une attaque aussi bonne que celle qu'était Indiana. Donc voilà, c'est moi Thunder in 7. On est plus proche d'OKC qui termine en 6 que d'OKC qui perd la finale. Mais je pense que tu vas avoir au moins un ou deux matchs où tu vas te faire déblayer en attaque et où tu pourras pas faire un stop parce qu'ils vont tout rentrer, ou toi de ton côté tu vas rien mettre dedans. Donc voilà, je trouve que c'est une série qui va être longue et comme j'avais évoqué en préambule, je trouve que OKC est favori,
mais pour moi n'est pas largement favori comme je peux lire quasiment partout, parce que pour l'instant l'attaque d'Indiana est trop performante, quoi. Elle est trop performante. Donc OKC en 7. Ouais, bah moi je suis plutôt sur ton deuxième scénario, quoi. En fait, parce que je considère qu'OKC est quand même une équipe meilleure que ces Pacers-là et doit le prouver, mais est meilleure. Et favori, on peut pas se le cacher. T'es favori, que si tu gagnes pas cette série-là, à part si les autres sont injouables, tu auras des regrets qui seront éternels. Oui. Et j'ai plus confiance, mais après c'est peut-être un biais de fan, hein, j'ai plus confiance en la défense d'OKC et à leur capacité à ralentir un minimum celle d'Indiana que celle d'Indiana a complètement annihilé tout ce que peut faire OKC défensivement, en fait. Donc, je dis 4-1, mais il est dur. Ben, en fait, ouais. le truc, c'est que le 4-1, il est dur. J'aurais bien mis 4-2, mais j'ai un problème avec 4-2, surtout pour des matchs de finale. Est-ce que tu vois OKC gagner à Indiana pour le titre? Ça me paraît inconcevable, quoi. Historiquement, des équipes qui gagnent à l'extérieur pour remporter le titre, il y en a quelques-unes quand même. Hein. En fait, si je devais dire l'écart entre les deux équipes, je dirais 4-2, tu vois. Mais j'ai envie qu'OKC gagne le titre à domicile. Et je vois pas Indiana prendre 3 matchs. Donc en fait, je vais dire 4-1, tendance 4-2. Parce que il y en a un que tu perds, comme tu as dit, parce que tu peux rien faire, ils sont en feu total. Bon, voilà. Mais par contre, je pense que sur la majorité, tu domines, en fait. Et tu en gagnes peut-être un ou deux dans le clutch max, mais il y en a un ou deux où tu gagnes facile. Et voilà. Mais c'est dur, en fait, avec cette équipe d'Indiana que je sous-estime pas, que justement, qui m'inquiète un petit peu. On en a parlé. Hein. Je la juge bien meilleure que les Wolves, par exemple. Hein. Le 4-1 est dur, mais c'est que le 4-2 OKC va gagner à l'extérieur le 6. Et je vois pas la série aller en 7 non plus. Donc je suis obligé de dire 4 en fait par élimination. Mais voilà, les tendances 4-2 quand même. Et j'ai envie de redire ce qu'on a dit, mais le 1 et le 2 et surtout le 1, c'est le match le plus important presque pour moi. Parce que tu dois arrêter leur série de tout de suite gagner l'avantage du terrain. Et souvent, ils gagnent même les deux premiers à chaque fois. Ils ont toujours mené 2-0. Donc déjà, si tu gagnes le 1, tu mènes la série. Et tu stoppes un peu leur série, eux, de toujours reprendre l'avantage du terrain et de mener, parce qu'ils ont toujours mené. Déjà, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose dans une série d'être mené et de voilà. Ok, si il y a eu un peu toutes les situations, mais déjà là, si tu gagnes le 1, tu poses les bases. Ouais, si tu gagnes les deux premiers, parce que si tu gagnes le 1, bon, ils ont toujours le 2 pour se rattraper, mais c'est pas pareil, je suis d'accord. Tu n'es pas C'est pas Denver. Voilà, t'es pas mené dans la série tout le temps. Oui. C'est ça. Quand tu mets dans une série, t'es quand même beaucoup plus à l'aise globalement. T'as toujours un petit joker, tu peux réagir au match d'après, etc. Voilà. Sachant que aucune des deux équipes n'a perdu 2 matchs de suite sur ces playoffs. Donc théoriquement, si on suit ce rythme, c'est l'équipe qui gagne le Game 1 qui va gagner la série en 7. Hein. Donc ça va être très important. Mais non, mais blague à part, oui, comme tu l'as dit. Pourquoi la série face à Denver, elle est compliquée? Parce que tu perds le Game 1. Si tu gagnes le Game 1, je pense qu'OKC plie ça en 5. On va être très honnête. Parce qu'il y a 2-0, tu vas en prendre un à Denver. Je pense vraiment que la série, la série, elle s'allonge, elle s'est complexifiée parce que t'as pas su remporter le Game 1. Sinon, tu plies vraiment ça en 5. Indiana a toujours mené 2-0 sur leur série. Les seules fois où ils ont été à égalité dans une série, c'est à 0-0. Voilà. Il y a jamais eu un partout, il y a jamais eu 2-2. C'est la seule fois ils sont à 0-0 et ils ont jamais été menés dans n'importe quelle série. Donc ouais, ils ont un bilan à l'extérieur qui est monstrueux. Je sais plus en combien ils sont là, peut-être 6-2 ou une connerie dans le genre. Oh, ça doit être ça. Mais voilà, c'est OKC, on en a parlé quand on avait fait le débrief de la série face à Minnesota, on avait dit OKC étant, je sais plus, 7-1 à domicile, 8-1, je perds les chiffres, c'est peut-être 8-1 d'ailleurs. Mais OKC est très fort à domicile avec un écart de points qui a jamais été fait depuis les playoffs. Enfin bref, il y a toujours plein de trucs pour montrer à quel point OKC est historique. Si tu me prends les deux au Paycon Center, déjà je respire un peu plus parce que j'ai confiance dans la capacité du Thunder à en prendre un du côté d'Indiana, où à Indiana, ils sont moins rayonnants, bizarrement, à l'extérieur, enfin à domicile, qu'ils ne peuvent l'être à l'extérieur. Donc ouais, moi je suis d'accord avec toi, ça paraît bête de dire ça, mais c'est le cas. Si tu prends les deux à OKC, tu te donnes quand même un petit air frais, tu donnes quand même un petit matelas pour respirer, quoi. Si jamais tu vas perdre le 1 ou le 2,
complexifie quand même beaucoup la série. Donc à OKC de montrer sur le Game 1 et sur le Game 2 que tu es capable de dominer. Et moi, il y a juste un petit point sur lequel je reviendrai qui m'a frappé. Ça se retranscrira peut-être pas sur la série, c'est la différence de réaction lorsque les deux équipes ont remporté leur série. C'est-à-dire que quand OKC se qualifie en finale NBA, tu as une joie qui est contenue, où les gens sont contents, mais tout de suite, les mots de Shai Gilgeous-Alexander, c'est 4 de plus, il y a encore beaucoup de travail, on est focus sur la série suivante. Là où du côté d'Indiana, il y a une explosion de joie avec Tyrese Haliburton, avec Miles Turner qui, en interview, dit on a été mésestimés toute l'année, personne regardait nos matchs, sans vraiment évoquer la série d'après. Alors c'est aussi lié au fait que tu as une équipe qui depuis le mois d'octobre est programmée pour aller en finale, là où l'autre est peut-être un peu moins, s'y attendait peut-être un peu moins. Mais voilà, je me demande si peut-être inconsciemment t'as pas ce côté où Indiana, vu qu'ils sont arrivés en finale, leur saison est peut-être déjà un peu réussie. Là où OKC me semble vraiment focus sur l'objectif de remporter cette série. Ça, c'est peut-être de la psychologie de comptoir, hein, mais voilà, c'est le truc qui m'a frappé, c'est que OKC tout de suite a dit 4 de plus, là où Indiana me semblait peut-être un peu plus savourer l'instant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, après, tu peux vite retomber sur terre, te remettre au boulot et voilà, hein. Bien sûr. Sachant qu'eux vont enchaîner avec moins de repos en plus, donc tu auras moins. Après là, il y a du repos. Oui, là ça va, on va pas les plaindre, mais OKC elle se prépare depuis un peu plus longtemps, quoi, on va dire. Non, mais je suis d'accord avec toi que l'aspect mental, de toute façon, dans des finales, c'est pour ça que quand je parle de mener dans une série, mentalement, t'es toujours plus serein, ton bras est un peu moins lourd, quoi. Quand tu dois mettre des gros tirs, t'as un peu plus de. Voilà, bon, après, il y a toujours eu des scénarios improbables, hein, on va pas revenir sur l'histoire de la NBA, mais t'es quand même bien plus serein, et je pense que globalement, surtout quand tu gagnes les 2 premiers, comme tu l'as dit, on va nous ressortir les stats, mais au final, tu dois aller au bout une grosse majorité du temps, je pense. Donc, sauf en 2021, tu vois, on a parlé de 2021. Non, ouais, j'attends de voir les premiers matchs, effectivement, comment ça se passe et à quel point, quel équilibre il va y avoir dans la série, en fait. Est-ce que ça va être vraiment une galère pour OKC de limiter l'attaque? Est-ce que au final, c'est de l'autre côté du terrain? Enfin, voilà, j'ai hâte de voir un peu comment ça va se passer, quoi. Parce que chaque série, on a un peu des choses différentes aussi, hein. Donc, ça peut être, encore une fois, là, ça va être une équipe de l'Est, déjà, complètement différente de ce qu'on a pu affronter dans la construction, dans le jeu. Donc, ça va être intéressant. Alors que New York, ça aurait été... À New York, je veux pas leur manquer de respect, mais c'était quand même la match-up, c'était marqué OKC approval pour dominer, quoi. C'était vraiment là, ça aurait été très très difficile. Il y aurait eu que le rebond off de Mitchell Robinson, t'aurais fait oula, attention. Mais effectivement, il faut gagner les deux à domicile et j'ai envie de dire Milwaukee se l'est pris dans la tronche, Indiana se l'est pris, Cleveland se l'est pris dans la tronche, New York s'est pris dans la tronche. Faut pas se prendre ce scénario là où ils sont à +8, il reste 4 secondes à jouer et ils arrivent quand même à remporter le match, quoi. Ouais. Et il faut que tu plies l'affaire. Quand tu peux plier l'affaire, franchement, tu vois, Minnesota, dès qu'il y avait +20, je me disais, ils ont pas l'attaque pour revenir. Là, même s'il y a +20 dans un match pour OKC, je me dis attention quand même parce qu'on y est pas encore. Ouais, tu dois jouer 48 minutes. Ton garbage time, il va pas commencer début de quatrième, là. Pas quand il reste 6 minutes 30 à jouer dans le quatrième quart-temps. Donc, effectivement, sur les 3 séries d'Indiana, ils ont toujours un comeback qui sort de nulle part, qui leur favorise leur série aussi. Parce que s'ils perdent le Game 1 face à New York, c'est pas la même limonade. S'ils perdent le 2 face à Cleveland, c'est pas la même limonade parce qu'ils perdent le 3 aussi et tu reviens à Cleveland à 2 partout. Donc voilà, éviter ce scénario improbable là qu'Indiana nous sort à chaque fois, ces comebacks historiques. Et déjà, si tu arrives à faire ça, peut-être que tu te faciliteras toujours un peu plus la tâche. Ouais. Voilà nos pronos. On va arrêter là. Finals MVP, pour déconner. Pour déconner. Enfin. Ouais, voilà. Voilà, merci. Hop. Est-ce qu'il y a un monde où c'est pas lui? Non. Tu vois, alors que si, j'ai pas envie que ça arrive. Si Indiana est champion, il y a un monde où c'est peut-être pas Haliburton. Mais si c'est OKC, bon. Ça m'a beaucoup fait rire quand Haliburton pensait que c'était lui et que c'est Siakam qui a eu le trophée. C'est vraiment. Non, il y a Shai. Puis si Shai est MVP des finales, la saison. Oh là là. Alors, tu sais. Non, j'en parlerai pas. Mais il y a des stats pour montrer à quel point meilleur marqueur, MVP de saison régulière, MVP des finales, tu sais qu'il y a que 4 joueurs qui ont fait ça. Bref. Il doit avoir Jordan plusieurs fois, mais... Oui, il y a Michael Jordan. Michael Jordan, il l'a fait 6 fois, effectivement. Non, mais on va arrêter là. N'hésitez pas à vous aussi nous dire vos pronos, vos analyses, vos avis sur ces finales qui arrivent. On y est enfin, hein. Ça approche à grands pas, encore quelques jours de patience.
D'ici là, reposez-vous bien, abonnez-vous bien sûr partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube, etc. Abonnez-vous à Twitch parce que bon, on n'est pas à l'abri en cas de bonne fin qu'on soit en live à 4 heures du mat pour fêter Oh ça, on va là, dire. oh là, oh là, oh là, oh On n'en est là. pas là, mais voilà, Mm. on aura le temps d'en reparler. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner partout et puis à vivre ces finales pleinement, du coup, parce que ça arrive pas régulièrement pour des fans en fait d'être en finale NBA, on peut vous le dire. Donc, donc profitez-en, profitez-en. Quelle qu'en soit l'issue, profitez-en. Et puis bon, salut à tous, à bientôt. Salut!